Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette conférence L'immobilier demain, organisée donc par le CINA, Club Immobilier Nantes Atlantique. Un petit mot sur notre club, c'est un club d'indépendants qui regroupe l'ensemble des professions de l'immobilier et donc un peu plus de 300 adhérents et 300 experts métiers. Tous les métiers qui vont de l'amont à l'aval, de la maîtrise d'ouvrage à la gestion de biens en bout de chaîne. Le club immobilier Nantes Atlantique a pour vocation déjà première, c'est de fédérer l'ensemble de ses membres pour justement apprendre des uns des autres, de chacun de nos métiers. Le club a aussi vocation à analyser les marchés, à en tirer des enseignements et des informations d'abord pour l'ensemble des adhérents. Aujourd'hui, on a 5 observatoires de l'immobilier qui vont des locaux d'activité au marché locatif, en passant par le financement de l'immobilier en général et du logement en particulier. Le club a également pour vocation d'analyser le plus en amont possible les documents ou les projets qui peuvent être mis en place ou initiés, on va dire, par les élus, les collectivités. Un des derniers exemples, c'est la trilogie PLUM, donc plan local d'urbanisme métropolitain, PLH, le plan local de l'urbanisme, de l'habitat, pardon, et puis le PDU, le plan des déplacements urbains. Voilà, ça, ce sont des thèmes, par exemple, sur lesquels on œuvre le plus en amont possible pour pouvoir influer, autant que faire se peut, sur les décisions. Le club immobilier donc a lancé en début octobre un programme sur 3 ans, le CINA 2020, avec un grand objectif, c'est de faire rayonner la place immobilière nantaise, métropolitaine, au-delà, voire régionale. Et c'est à cela que l'ensemble des membres s'y consacrent. Alors ce soir, c'est l'une des premières soirées qui s'inscrit bien dans cette démarche. Je voudrais donc remercier les 2 animateurs ou pilotes de cette soirée, Stéphanie Lecomte et Jean-Philippe Emerio, qui pilotent le thème 4, qui est le thème qu'on a appelé Génération CINA. Et doublement merci à Stéphanie de nous accueillir dans les locaux de l'ICH. Avant de passer la parole à notre animateur, Monsieur Fournier, un petit scoop. Le CINA avance en termes de communication. Dieu sait si on nous demande beaucoup de choses là-dessus et qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc ce soir, je vous annonce la mise en place enfin du compte Twitter qui est en direct. Donc vous pouvez @CINA-8, d'ailleurs c'est pas tout bien indiqué mais c'est pas grave, -8 Club Immo, je répète, @CINA en majuscule, -8 C en majuscule, Immo le I en majuscule, voilà. Et donc vous pouvez commencer à tweeter, du moins je le souhaite, pendant cette soirée, n'hésitez pas à relayer. Vous y verrez déjà un premier message de bienvenue de notre community manager qui vient de rejoindre le CINA il y a 10 jours maintenant pour justement lancer, développer la communication notamment autour des réseaux sociaux, mais pas que. Voilà, je vous passe la parole. Merci Président. Voilà, on va récupérer le micro HF pour tout à l'heure. Donc bonsoir à tous. Bienvenue, j'ai le plaisir d'animer cette conférence, en tout cas de présenter notre intervenant de ce soir, Vincent Pavanello. Normalement, on aurait dû être 3, puisque Robin Rivaton, co-auteur de cet ouvrage, aurait dû être présent, mais un déplacement professionnel londonien avec un président l'oblige en tout cas l'empêche d'être parmi nous ce soir. Je vais
présenter justement nos deux auteurs. Donc Robin est directeur général de Paris Entreprise, c'est l'agence d'attractivité de la région Île-de-France, donc c'est à ce titre justement qu'il va à Londres. Préalablement, il était conseiller du président des aéroports de Paris. Voilà, c'est notre premier co-auteur et ce soir absent à cette assemblée. Et auprès de nous, et j'en suis très heureux, Vincent Pavanello, donc, qui est actuellement responsable des investissements immobiliers au sein d'un fonds d'investissement, chroniqueur à Challenge. Enfin, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes également membre expert d'un think tank qui s'appelle Génération Libre. Bon, peut-être qu'on y reviendra dans le cadre de cette soirée. Mais la rencontre que vous avez avec Robin, c'est celle de la création en janvier 2017 d'un groupement, d'un cluster. Alors ce soir, on est dans un groupement de 300 entreprises. C'est à peu près la même taille, peut-être un peu plus pour votre groupement qui s'appelle Réel Estec et qui regroupe des entreprises du secteur, enfin des entreprises qui traitent de l'innovation dans le secteur immobilier. On reviendra là-dessus. Et certaines de ces entreprises sont celles qui sont citées dans cet ouvrage. Donc l'immobilier demain. Alors l'immobilier demain, c'est un ouvrage qui fourmille d'exemples sur les questions d'innovation dans le secteur immobilier, qui traite, et vous allez nous en détailler un petit peu le contenu dans quelques instants, autant des questions de financement que d'usage des bâtiments. Alors la question du demain, je crois que c'est celle qui nous intéresse ce soir, à savoir dans quelle échelle de temps s'implantent et se déploient toutes ces innovations. Donc ça donnera lieu à un débat, ce qui me permet de situer aussi le format de cette soirée. Donc on va vous donner en gros 30-40 minutes pour présenter le propos de cet ouvrage, avec beaucoup d'illustrations qui sont pas simplement celles de l'ouvrage, mais d'autres exemples encore plus dans l'actualité du secteur de l'innovation dans l'immobilier. Et puis ensuite, on ouvrira une séquence de dialogue avec vous, d'échanges, de questions, d'interpellations sur les sujets qui sont traités dans cet ouvrage. Voilà, donc Vincent, je vous cède la parole. On va juste changer le support, je demande juste quelques instants. On a un petit peu de manipulation. Voilà, je vous passe le micro. Celui-ci, normalement, fonctionne. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. C'est bon, je suis dans le truc. Merci beaucoup. Je suis ravi vraiment d'être à Nantes pour parler de ce sujet. Je suis ravi de voir autant de gens qui s'intéressent à l'innovation dans l'immobilier. Alors, je suis ravi, mais je suis pas surpris. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus de gens. Les médias en raffolent. C'est aussi pour ça qu'on a pu vendre notre livre. C'est parce qu'il a été pas mal repris par les médias. Les petits propriétaires, les locataires, les syndics, les constructeurs, les promoteurs, tout le monde sent que quelque chose est en train de se passer dans ce secteur immobilier, vieux comme le monde, mais parfois difficile à conceptualiser ce changement, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, effectivement, je réitère les excuses par rapport à l'absence de Robin, et je crois que le titre de votre conférence était « Il est temps de se mettre en route », c'est ça ? Peut-être qu'il aurait fallu mettre en marche. Peut-être que là, ça l'aurait fait venir. Mais bon, ça c'est une anecdote. Il est temps de se mettre en route. Je suis bien d'accord avec ça et je vais essayer de le montrer. Alors, 30 ou 40 minutes pour parler d'un secteur qui pèse entre 16 et 20% du PIB, c'est pas facile. Donc, certains seront un peu frustrés. On va passer vite sur certains sujets. On va s'arrêter sur d'autres. Et l'idée, c'est que tout ce qu'on dit pas pendant ces 30 ou 40 minutes, vous avez des questions après ou même après pendant le cocktail. Je serai ravi de répondre à vos questions précises. Je vais vous demander deux choses. La première, c'est de répondre aux arguments que je vais avancer. Je suis très enthousiaste sur le secteur. J'ai foi dans le secteur. Je pense qu'il va bouger. Je pense qu'il va bouger très vite. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les retours de vous, qui pour certains avaient plus d'expérience dans le secteur, pour me dire ça bougera pas si vite pour telle et telle raison. Et je pense que c'est ce débat-là qu'il faut aussi avoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je vous demanderai de pas être trop susceptible. Je vais dire parfois des horreurs sur certains métiers de l'immobilier. Rassurez-vous, je ne les pense pas. Mais c'est pour aussi amener mon propos que je vais être amené à dire du mal de certaines professions, mais ça n'a rien de personnel. Alors,
pour un peu structurer le propos, je vais faire d'abord un état des lieux un peu macro de ce qu'est le secteur immobilier aujourd'hui, parce que on peut pas comprendre comment il va changer si on fait pas un diagnostic du secteur. Donc quels sont ses problèmes aujourd'hui, quels sont ses défis de demain. Je poserai après la question de pourquoi est-ce que c'est maintenant qui va changer, parce que a priori il y a des secteurs comme l'automobile qui ont changé depuis 10 ou 15 ans. Pourquoi maintenant c'est le moment de l'immobilier? On a des arguments qui viennent démontrer ça. Et après je prendrai 4 métiers, 4 exemples pour essayer en fait de vous montrer. Il y a peut-être pour essayer de vous montrer concrètement ce que ça peut changer pour vous. Donc on parlera des promoteurs immobiliers, on parlera des constructeurs, on parlera des agents immobiliers au sens large, à la fois les gens qui font la transaction résidentielle et d'autres qui font louer des espaces de bureaux ou des espaces retail. Et puis on finira par les gestionnaires, donc les syndics, les bailleurs sociaux, etc. Donc ces 4 métiers, on couvrira à peu près tout le spectre. Je vous parlerai un peu de la place de la France et de l'Europe dans cette révolution. Vous verrez, on est très en retard et c'est très inquiétant. Et puis je finirai vraiment sur la fin par vous parler un peu de ce que nous on fait dans cette transformation, et puis comment vous pouvez nous rejoindre, comment est-ce qu'on peut travailler un peu ensemble. Voilà. Alors je vais passer assez vite sur les slides macro, mais ils sont importants. Alors le secteur immobilier, je vous ai dit, c'est un gros secteur, c'est même le plus gros secteur des économies développées. C'est entre 16 et 18% du PIB dans tous les pays, ce qui est très rare en fait. Il y a très très peu de secteurs dont le poids dans le PIB est le même dans tous les pays. En fait, souvent, ce sont des secteurs qui font pas de gains de productivité. C'est le cas de l'immobilier. Comme il fait très peu de gains de productivité, d'abord sa taille dans l'économie grossit, c'est le cas de tous les secteurs qui font pas de gains de productivité, et sa taille est relativement comparable selon les pays. J'ai mis quelques chiffres pour la France pour essayer d'illustrer, évidemment 2 millions d'emplois. La première dépense des foyers, le patrimoine, les dépenses publiques, alors ça durera pas, profitez-en, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans le PLF 2018, on est à peu près dans ces montants-là de dépenses publiques en faveur de l'innovation, donc ça va être le prêt à taux zéro, subventions et autres aide des administrations publiques envers le secteur immobilier, la fiscalité que j'ai citée aussi, pour éviter que quelqu'un me le reproche. Alors, effectivement, peu, voire même pas de gain de productivité dans le secteur, donc pas de gain de productivité, ça veut dire que, en fait, il faut toujours plus d'input pour faire des outputs. Et les prix des produits ils baissent quand avec le même nombre d'input on fait plus d'output, ou quand avec moins d'input on fait le même output. C'est ce qui s'est passé avec l'automobile. L'automobile, les voitures sont beaucoup moins chères qu'il y a 15 ans et elles sont de bien meilleure qualité. Il y a des gains de productivité énormes qui ont été faits. Dans le secteur immobilier, on n'a pas ça. Alors, j'ai mis la construction à gauche, et puis les services de l'autre côté, mais la construction, c'est le graphe que peut-être vous avez déjà vu. C'est simplement les chiffres aux US, mais on les voit de partout. Donc, cette faiblesse de la courbe noire, c'est l'industrie au sens large, donc la manufacture, etc. Alors que la courbe bleue, c'est la construction. Donc très peu de gains de productivité pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il faut quand même aussi faire la part des choses. Il y a eu beaucoup de normes environnementales qui ont renchéri le coût de l'immobilier. Donc ça vient baisser et ça vient réduire la productivité. Mais il y a aussi des très mauvaises raisons, et je vais venir juste après, qui expliquent cette faiblesse des gains de productivité. Dans les services, on a plus de mal à mesurer concrètement la productivité, mais il y a un indicateur qui est intéressant, c'est le taux de satisfaction des gens. Et parmi les métiers immobiliers, il y a les métiers qui sont parmi les plus détestés des Français. Le syndic, l'agent immobilier, les gens sont globalement très mécontents. Et c'est des taux d'insatisfaction qui sont pas atteints dans d'autres métiers et qui se concentrent vraiment sur ce secteur. Donc on a voulu aussi citer ça. Alors pourquoi est-ce que le secteur fait pas de gain de productivité? Je vais essayer de démontrer et d'expliquer au moins 4 raisons qui expliquent pourquoi il fait peu ou pas de gain de productivité. D'abord, l'expérience immobilière, elle est assez rare, en fait. On appelle ça le churn. C'est-à-dire que le churn est très faible. En fait, vous allez déménager 5-6 fois dans votre vie, donc vous allez déménager tous les 15 ans. Si l'expérience est très mauvaise, et souvent elle l'est, en fait, 15 ans plus tard, vous avez oublié, puis vous acceptez. Vous êtes plus tolérant, en fait, à la non-qualité des services que dans d'autres métiers. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a tant parlé des fintech, ces startups de la finance? C'est qu'on fait des virements tous les jours, et c'est que ces problématiques-là, elles sont quotidiennes. Et donc, les gens n'ont pas supporté. On organise des anniversaires, je sais pas, peut-être 3 ou 4 par an. Et faire une cagnotte, c'est compliqué. On a essayé une fois, 2 fois. À un moment donné, il y a des gens qui créent la startup qui va bien et qui permettent de créer la cagnotte en ligne. En fait, dans l'immobilier, comme l'expérience est assez rare, les gens, j'ai envie de dire, sont moins sensibles effectivement à la non-qualité. J'ai cité le nombre de déménagements. Le churn, le nombre de syndics qui change, en gros, il y a à peu près 1 million de syndics, de copropriétés en France. Il y a à peu près 50 000 copropriétés qui changent de syndic par an. Donc ça fait 5%, c'est extrêmement faible. Donc ça, c'est la première raison du fait que le secteur fait pas ou peu de gains de productivité. Deuxièmement, on est face à des marchés qui sont très locaux. On s'en rend pas compte, mais ça, évidemment, vous savez, c'est destiné aux US, c'est produit en Chine. Tout ce que vous avez sur vous, c'est produit à l'étranger. Les voitures sont produites à l'étranger ou en France, mais en tout cas, ça passe
d'un endroit à un autre, il y a une industrie qui est restée très 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 locale, c'est l'immobilier. Il n'y a pas de promoteur allemand en France, il n'y a pas de promoteur français en Allemagne, ou alors de manière très très marginale. C'est la seule industrie qui est comme ça, quasiment. Ou des industries très très spécifiques, mais l'industrie, j'allais dire, de consommation de masse, c'est le seul secteur qui est encore dans cette situation. Et donc forcément, quand vous avez un secteur qui a du mal à passer les frontières, et ben les bonnes idées aussi, elles ont du mal à passer les frontières. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'automobile, je ferai souvent le parallèle parce que ça me paraît bien illustrer ce qu'il est. Quand les Japonais ont commencé à produire des voitures différemment, et ben en fait, comme ils avaient des usines en France ou qu'ils allaient en ouvrir, les idées circulent beaucoup plus. Et donc ça, c'est aussi une raison qui fait que le secteur bouge un peu moins vite. Troisièmement, les marchés, en plus d'être très locaux, ils sont très fragmentés. Je mets les matériaux à part, parce qu'effectivement, il y a très peu d'acteurs dans les matériaux, mais par rapport à d'autres grandes industries, comme l'automobile, comme les télécoms, vous avez des dizaines, des centaines de promoteurs, vous avez des centaines de syndics, et donc c'est le chiffre des 5-30. Les 5 plus gros promoteurs ont à peu près 30% des revenus, et même un peu moins si on prend en logement, comme ils sont plutôt dans les grandes villes et qui vendent des logements un peu plus chers, le taux en logement est un peu plus faible. Les syndics, c'est pareil, les 5 plus gros syndics, ils gèrent que 30% des copropriétés en France. Et donc, ça vous fait un marché qui est très fragmenté. Et donc, pour faire des économies d'échelle et donc pour investir sur l'innovation, c'est plus compliqué. Quand vous êtes un Free, un Bouygues, un Orange, vous pouvez dépenser des dizaines de millions d'euros parce que vous savez que vos coûts fixes, vous pouvez les étaler sur des milliers, voire des millions de clients. Quand vous êtes un Bouygues Immobilier, vous faites que 12 000 logements par an. C'est pas énorme à l'échelle du marché. Le plus gros, je crois que c'est Bouygues avec 12 000 sur plusieurs centaines de milliers de logements qui sont produits chaque année. Donc, c'est des places qui sont très, 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 très faibles et des parts de marché qui sont très, très faibles. Et ça pose aussi un certain nombre de problèmes pour les nouveaux acteurs, donc les fameuses startups, j'en parlerai tout à l'heure. Quand elles font du B2B, une fois qu'elles sont allées voir les 5 gros, et c'est ce qu'elles font le plus facilement, parce que ces gens-là ont des directions innovation, elles couvrent 30% du marché. Et donc voilà, ça explique aussi la faiblesse du secteur. Dernièrement, une culture un peu conservatrice, et le prenez pas mal, mais par rapport à d'autres secteurs, on sent un conservatisme fort dans ce secteur. Alors, c'était l'exemple effectivement du placopâtre qui a mis tant de temps en fait à se développer sur les chantiers, alors que dans d'autres industries ça va plus vite. J'ai parlé aussi de la gestion client où effectivement les logiciels de CRM sont pas trop installés dans les entreprises de l'immobilier à la différence d'autres secteurs. Le 5e point, j'aurais pu en parler, c'est la réglementation, qui effectivement est un vrai sujet, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà les raisons. Alors, c'est les 4 démons toujours, on va dire, du secteur immobilier, mais malheureusement, non seulement il faut rattraper ces difficultés-là, mais il faut aussi relever des défis que nous on résume en 3 défis, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que ça couvre une partie du scope. La première, il faut produire plus et plus encore. Je sais pas trop si les gens qui défendent la décroissance veulent appliquer ça à l'immobilier, mais on peut pas dire à la fois il y a trop de gens dehors, on vit dans des trop mauvaises qualités, puis il faut construire moins. Il y a un moment donné, la production a quand même permis d'améliorer le niveau de vie, et je pense qu'elle peut le permettre encore à l'avenir. Alors on cite 3 raisons, il pourrait y en avoir 4. La première, c'est la métropolisation. Les gens de plus en plus veulent vivre dans ces métropoles, donc c'est la fameuse dilemme entre métropole et France périphérique qui a été, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Bon, on le voit en fait, c'est très fort, c'est très très fort de partout en Europe. Les gens veulent vivre dans les métropoles, alors Nantes, Paris, d'autres. Et même sur Paris en fait, où le nombre d'habitants intramuros baisse, si on prend la métropole dans l'ensemble, en fait, il y aura 2 millions de plus d'habitants en 2030 à Paris qu'en 2000. Et c'est pareil pour Londres, et c'est pareil pour à peu près toutes les grandes villes. Il y aura de plus en plus de densité dans ces endroits-là. La métropolisation, elle demande aussi plus de densité parce qu'on a changé d'économie. On est passé dans une économie numérique où en fait c'est la densité qui crée la productivité. Pour simplifier, avant c'était pas grave qu'on ait Polytechnique qui soit à 1h30 d'HEC. Aujourd'hui c'est grave. Parce qu'en fait si on veut monter des startups ou des boîtes un peu innovantes, il faut des gens qui sont business, il faut des gens qui savent développer du code informatique. Et on dit toujours les Américains ont des résultats, mais les Américains ils ont Stanford, ils ont des universités où sur le même campus vous avez toutes ces disciplines-là. Dans l'économie numérique, il n'y a pas d'autre choix que de mixer ces compétences. Et donc la France a un gros déficit là-dedans, et donc c'est la densité qui créera la productivité. La décohabitation, je vous apprends rien, je passe vite, effectivement le nombre de personnes par foyer baisse. La démographie, vous connaissez ça par cœur. Produire plus propre, là aussi je vais passer vite parce que c'est des sujets qui sont évidemment abordés, donc le réchauffement climatique vous connaissez. Le gaspillage, je vais m'arrêter sur le 3e parce que c'est souvent celui qu'on oublie. Je dis pas que le reste n'est pas important, mais c'est traité. J'entends depuis que je suis dans le secteur immobilier, un maire qui bâtit, c'est un maire qui est battu. Voilà, ou maire bâtisseur, maire battu. Alors je connais des gens qui luttent contre ça, c'est intéressant, mais je pense qu'il faut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que le maire il est battu et pourquoi est-ce qu'il construit pas ? Parce que vous avez empiété sur 15 mètres ou sur 20 mètres sur la chaussée pendant 6 mois.
Et je dis pas qu'il y a d'autres solutions plus simples, mais en tout cas, c'est quand même ça la réalité. Et donc, je pense qu'une des réflexions que doit mener les secteurs dans son ensemble, pas que le constructeur, tous les gens qui sont autour, c'est comment est-ce qu'on réduit ce qu'on appelle en économie les externalités négatives. C'est-à-dire des gens qui en fait vont pas habiter l'appartement, qui juste passent là tous les jours pour aller au travail, et qui estiment que c'est injuste qu'ils aient à subir les conséquences d'une construction qu'ils n'ont pas décidée et dont ils bénéficieront pas plus tard. Et donc je pense que réduire ces nuisances et ces externalités négatives, c'est primordial pour le secteur immobilier et c'est la seule réponse de long terme, j'allais dire aux maires qui vous disent je construis pas parce que je vais être battu. Produire mieux, là je vais y revenir assez largement par la suite. L'économie du partage, évidemment, il y a pléthore de sondages qui ont été faits. Les fameux millennials, donc les gens qui sont nés après 81, effectivement, ont plutôt envie de bosser dans des espaces de coworking ouverts. Bon, ça, je vous apprends rien. Mais on voit la même chose dans le résidentiel, des espaces de co-living, c'est-à-dire avec des grandes surfaces communes et des petites surfaces privatives qui se développent très fort. Ce qu'on appelle la commoditisation, donc c'est pas un mot facile et je pense pas qu'en français ça puisse se traduire. Mais c'est l'idée que l'immobilier devient un peu une commodité. L'idée, par exemple, d'avoir une maison de famille, d'une maison d'enfance. Je pense pas que ce sont des idées qui vont survivre bien longtemps. Je pense que l'immobilier, c'est bien ou c'est pas bien, on peut en débattre, va devenir un bien comme les autres, qu'on achète, qu'on vend, qu'on loue, qu'on prête, qu'on occupe une partie de l'année mais pas toute l'année. Et là, on va voir, je pense, ce qui s'est passé un peu dans la voiture, c'est-à-dire que on passe d'un monde où les parents quasiment transmettaient la voiture à leurs enfants, c'était le bien familial. Et dans 5 ans, on consommera tous du kilomètre carbone et tout le monde trouvera ça très bien. Donc, ou en tout cas une majorité. Je pense que l'immobilier va vivre la même chose. Et puis l'expérience cliente, c'est effectivement quelque chose sur lequel je vais revenir. Alors pourquoi est-ce que le secteur va bouger? Pourquoi est-ce qu'il est en train de bouger, en tout cas dans certaines géographies? Là encore une fois, 4 raisons. Alors la première, c'est que le coût des technologies a considérablement baissé. Par rapport à d'autres secteurs qui ont été pionniers et qui ont eu à subir des coûts de technologie très élevés, l'immobilier a cette chance, comme elle part en dernier, comme le secteur part en dernier par rapport aux autres, il y a des technologies qui sont déjà matures, déjà éprouvées et dont les coûts ont considérablement baissé. On a mis simplement le coût des capteurs qui peuvent être très utilisés, j'en dirai quelques mots, par les property managers, par les syndics et par tout un tas de professions. Voilà un petit peu le coût des capteurs depuis 2005 qui a baissé considérablement et qui continuera à baisser. Le deuxième facteur important, c'est que la donnée se libère dans le secteur. Pendant très longtemps dans ce secteur, les acteurs en place se parlaient peu. Ils avaient plutôt une attitude protectionniste sur leurs propres données, plus que dans d'autres secteurs. Ça c'est très clair. C'est encore le cas aujourd'hui, mais ça commence à se libérer. C'est ce que les Américains appellent le Napster moment. Il y a un moment donné où les acteurs d'une industrie se rendent compte qu'ils ont quand même intérêt à bosser ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui déclenche Napster moment? C'est qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils sont Bouygues comprend qu'il n'est pas seulement en concurrence avec Nexity et BNP, mais que demain il peut y avoir des nouveaux acteurs qui font de la promotion immobilière. Donc l'idée de dire je partage rien avec mes amis promoteurs traditionnels, à un moment donné elle tient plus. Et donc je vais y revenir, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Alors le public partage de la donnée, le registre des copropriétés qui a été mis en ligne récemment, la base Patrim qui a été mis en ligne cet été, donc la base des notaires, et le privé aussi partage de plus en plus de données. Je vous invite à faire l'expérience. Tapez votre adresse sur Google, le 2e ou 3e lien, c'est meilleur agent. Enfin, si vous êtes dans une grande ville, normalement c'est ça. Il vous donne le prix moyen dans votre rue et à l'endroit, ça j'arrive à le comprendre, c'est assez facile. Il vous dit en quelle année a été construit votre immeuble, il vous dit si c'est une copro ou si c'est une monopro, il vous dit le nombre de lots, il vous dit le nom du syndic. Ça c'est de la donnée qui est disponible. C'est-à-dire que n'importe quel acheteur aujourd'hui a accès à cette data. Et donc nous on pense que grâce à ce flux de data, il y a plein de business qui peuvent se créer et j'en donnerai quelques exemples. Je finis j'enchaîne avec le troisième facteur. Les consommateurs sont en train de changer. Donc les millennials, ces fameuses personnes nées après 1981, en fait, dans certaines géographies, dont les US, sont déjà les premiers acheteurs du marché. Ils sont moins nombreux en volume, mais comme ils achètent plus régulièrement, comme en fait ils restent moins longtemps dans les biens, ils sont déjà les premiers acheteurs. Donc c'est-à-dire que si vous êtes un agent immobilier aux US, vous pouvez pas dire les millennials qui commandent sur la mobile, ça m'intéresse pas. Sinon vous coupez quasiment de 34% de votre marché. Donc ces gens-là commencent à arriver sur le marché. 4e point, nous on pense que la régulation a atteint un plafond, en tout cas on l'espère, et là je serais heureux aussi d'avoir votre retour. Ce qui se prépare, en tout cas ce qui s'est fait en 2014 autour de la loi Allure, à certains égards il y avait des avancées, notamment plus de compétition dans les syndics et je pense que ça va dans le bon sens, même si l'application est parfois difficile. Et je pense que ce qui arrive dans la loi logement de fin janvier ou début février sera aussi à mon avis intéressante pour le secteur. L'idée, j'ai cité cet exemple, que on arrête avec cette folie qui veut que 100% des logements soient aux normes handicapées. Je pense que tout ça va permettre plus d'innovation dans le secteur. Ces 4 facteurs-là, ça va permettre au secteur de se transformer et d'enfin réaliser les gains de productivité que les gens attendent. Alors,
voilà un peu les 4 exemples. J'ai fait ce graphique avec un peu de malice, en mettant le client au milieu, parce que je vais raconter plein de choses sur ces métiers-là, mais au fond, je pense que la grande transformation, c'est que les acteurs et les professionnels du secteur doivent arrêter de prendre les gens pour des usagers et commencer à les prendre pour des clients. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Les gens ne supportent plus d'être pris pour des usagers. Ils veulent être informés, ils veulent comprendre, ils veulent de la transparence, ils veulent pouvoir noter, ils veulent pouvoir regarder les notes des autres. Ce qu'ils font quand ils vont au restaurant, ce qu'ils font quand ils vont au cinéma. Le grand sujet pour l'immobilier, c'est que les autres secteurs ont éduqué les gens. Aujourd'hui, je vais plus dans un restaurant si je suis pas allé voir la notation avant. J'accepte plus de me tromper. Pas tout le monde, mais en tout cas une majorité de gens. Je prends plus de risques sur ces sujets-là. Je veux savoir ce que je vais manger à l'avance, etc., etc. Quelle va être la carte. Mais il n'y a pas de raison que ces gens-là, du lundi au vendredi midi, ils soient super exigeants envers les prestataires de services qu'ils rencontrent, et que le vendredi après-midi, quand ils vont voir leur agent immobilier, ils se disent non, mais je m'en fous, pas besoin de faire de la transparence sur les tarifs. Non, les gens sont habitués à cette qualité de service-là, et ils l'attendent dans le secteur immobilier. Alors rentrons un peu dans le concret, et commençons par le promoteur, puisque c'est celui... moi je considère que le bien immobilier est un bien comme les autres, qui a une fonction de production, il faut du capital et du travail. Et le premier qui essaie de rassembler ça, c'est le promoteur. Alors je pense qu'il y a au moins 3 changements dans le métier de promoteur qui me semblent importants. Le premier, c'est tout ce qui va toucher à la recherche foncière. Aujourd'hui, on recherche des terrains sur des plans en 2 dimensions, c'est long, la communication n'est pas facile. On va rentrer dans un monde où les PLU sont en train d'être numérisés de manière très très intensive. La plupart des PLU sont en train d'être numérisés, et pas que en Californie et à Paris. J'ai vécu longtemps à Varsovie. À Varsovie, tout est numérisé. Absolument tout est numérique. Chaque parcelle, vous avez accès aux caractéristiques de chaque parcelle sur le site de la ville, et tout ça est extrêmement clair. Les Américains, comme toujours, ont un coup d'avance sur ces sujets de numérisation des plans d'urbanisme. Une boîte, une start-up qui s'appelle Enveloppe vous propose plein de critères. Donc, est-ce que vous voulez être à combien de kilomètres vous voulez être, je sais pas, par exemple d'une école, à combien de mètres d'une bouche de métro, à combien de kilomètres d'un aéroport, posez toutes ces questions-là, et il vous sort les parcelles qui sont concernées, et en plus, il vous fait des scénarios d'architecture. Donc, il vous dit, bah voilà les parcelles, et puis voilà ce que vous pourriez faire. Alors, ça ne remplace pas l'architecte, mais ça permet au promoteur qui est en train de se poser plein de questions de voir un petit peu ce qu'il pourrait faire et de voir le potentiel des parcelles. Et donc ça, c'est quand même une transformation qui est très forte. Je vous invite à aller voir sur le site d'Enveloppe, je crois que vous pouvez faire des essais. Et puis le concurrent français, c'est Quel Foncier, il faut le citer aussi. Le deuxième grand changement, c'est pour ça que je parlais de capital et de travail, le promoteur, c'est quand même celui qui est chargé de rassembler le capital. Pour ceux qui ne seraient pas promoteurs ici, je rappelle très très rapidement, il y a 3 sources de financement en gros pour les promoteurs: les fonds propres, la dette et les préventes. C'est à peu près les trois sources de financement que les promoteurs ont. Pourquoi ils ont besoin de capital? Parce qu'ils achètent le terrain, ils construisent, ils font construire, et puis ils revendent 2-3 ans plus tard. Donc il y a tout ce gap-là qu'il faut porter d'un point de vue financier. Nous, on pense que ces 3 sources de financement, elles peuvent potentiellement se tarir rapidement. En tout cas, pour ce qui est de la dette, en premier, la dette, et avec l'application des accords de Bâle 3, les banques vont avoir de plus en plus de difficultés à prêter à l'immobilier. Voilà, ça, c'est la première chose. Ça va être couplé effectivement avec la hausse des taux que chacun pressent. La deuxième chose, sur les préventes, je ne sais pas si dans 10 ans, il y aura beaucoup de gens qui sauront ce qu'ils feront 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard. On a des vies professionnelles et personnelles qui sont de plus en plus accidentées. On change de plus en plus de job, je vous apprends rien, on déménage de plus en plus, on change de vie de plus en plus souvent. Et donc l'idée d'acheter un appartement et donc pour le promoteur de le vendre 2 ans, 3 ans avant livraison, je pense que c'est une idée qui peut potentiellement mourir. Alors il y aura toujours des gens qui sauront déjà où ils vont habiter dans 10 ans et dans 15 ans. C'est très bien, ça fera peut-être 5% ou 10% de prévente. Mais des projets immobiliers où on arrivera à des taux de commercialisation, de précom en tout cas de 50%, je pense qu'il y a un vrai risque que ça se réduise. Et alors la solution à ça, il y en a plusieurs, mais en tout cas ce que nous on voit, une transformation qui est forte, c'est ce qu'on appelle ce qu'il est convenu d'appeler le crowdfunding, donc le financement participatif. Donc crowd, ça veut dire foule. C'est un appel à la foule pour lever des fonds. Et a priori, en fait, c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Qui finance les projets immobiliers? Si c'est les banques, à la fin des fins, c'est les déposants. Si c'est des fonds propres, si c'est des fonds, à la fin des fins, c'est des gens qui ont acheté des parts de SCPI. Mais à la fin, ce sont des épargnants. Et en plus, la France épargne beaucoup. Qu'est-ce que dit le crowdfunding? Qu'est-ce que disent ces acteurs? Simplement, plutôt que de faire ça, et de revenir chez le promoteur, on va créer un lien direct entre l'épargne, entre la capacité de financement et le besoin de financement.
Et moi qui ai fait un bac ES, je me rappelle qu'en première, on m'expliquait qu'une économie qui fonctionnait bien, c'est une économie où il y avait une adéquation quasiment parfaite entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Et le crowdfunding, c'est rien d'autre que ça au début. C'est juste je mets en lien directement les choses. Pour être un peu précis, il y a deux façons de faire du crowdfunding. Il y a une façon de faire du crowdfunding qui est j'apporte des fonds propres à un promoteur. Et ça, je pense que ça va se développer très vite. Le chiffre de 100 millions quand même pour l'année 2017 en France. Alors, ça représente à peu près 1% de ce que les banques prêtent aux promoteurs. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Les banques prêtent à peu près 10 milliards chaque année aux promoteurs en France. Donc voilà, vous voyez 100 millions, c'est 1%. C'est pas si mal en 2 ans. Et surtout, l'intérêt de ces plateformes de crowdfunding, c'est que, à la différence des fonds de SCPI, d'assurance ou de banque, qui en fait font très très peu de deals. Vous prenez un fonds d'une SCPI, il va faire 4-5 deals dans l'année. Il va acheter 4-5 bureaux, des choses comme ça. Ces boîtes-là, en tout cas aux US, c'est plus mature, elles financent déjà des centaines d'opérations par an. Et comme elles fonctionnent comme des plateformes, elles récupèrent toute la data que les promoteurs leur donnent avant de faire l'opération, coût de travaux, coût de vente, enfin prix de vente, calendrier de vente, et elles récupèrent le réalisé, c'est-à-dire l'effectif. Et donc en fait, ils deviennent super forts pour challenger les promoteurs. C'est-à-dire quand les promoteurs viennent les voir en disant je veux faire un projet dans tel quartier de la ville de New York ou de Indiana, les gars leur disent tu m'as annoncé 500 € de coût de travaux du mètre carré ou 1000 ou 2000, je sais pas. J'ai fait 3 opérations dans la même zone, voilà les prix que j'ai eu. Ça, il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs du financement qui sont capables de faire ça de manière précise. Ces boîtes-là de crowdfunding sont capables de ça. Elles fonctionnent en plateforme, elles analysent la data et donc elles sont en mesure de challenger les opérateurs. Et ça, je pense que c'est un changement qui est fondamental et c'est une asymétrie d'information qui était au bénéfice de promoteurs qui est en train de tomber. Et le deuxième type de crowdfunding, comme ça je complète, c'est du crowdfunding sur des actifs qui sont déjà loués. Donc là, c'est vraiment de la concurrence pure de SCPI classique à la française. Là aussi, c'est en train de se développer fort aux US, avec les mêmes, je veux dire, les mêmes recettes. Et c'est en train de fonctionner. Les grandes familles de l'immobilier américaine se lancent tous dans le crowdfunding. Bon, le gendre de Donald Trump, pour pas le citer, était un des fondateurs de Cadre, qui est une des plus belles boîtes de crowdfunding aux US, qui a levé plus de 100 millions de dollars et qui se développe très fort. Le troisième changement pour un promoteur, donc là on était plutôt sur l'amont du projet, là je viens plus sur l'aval, c'est la commercialisation que j'ai résumé en deux sujets. D'abord la transparence et ensuite la personnalisation. Là, encore une fois, le client qui n'est plus un usager, il veut bien acheter 2 ans avant ou 1 an et demi avant, encore aujourd'hui, mais il veut savoir qu'est-ce qu'il va acheter. Et les plans 2D, ça lui suffit plus du tout. C'est fini. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de mourir. Aujourd'hui, il veut s'imaginer dans son logement, il veut le tester. Et cette transformation-là, elle passera par plus de réalité virtuelle et plus de réalité augmentée. Il y a un certain nombre de promoteurs qui se sont lancés dans des innovations très fortes sur ce sujet-là. Ils vous mettent dans des capsules. J'ai testé l'outil de BNP Real Estate. Vous mettez dans une capsule et vous pouvez dire, je veux être sur le balcon du 3e étage, je veux être au rez-de-chaussée du 2e étage. Et ça vous met complètement dans le truc. Vous pouvez regarder à 360. Vous vous sentez déjà dans le logement et ça vous permet quand même d'arbitrer en ayant plus d'informations de votre côté. Ça, c'est la transparence. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que les gens se disent, comme je vois où je suis, je vois aussi ce que je peux améliorer, ce que je peux changer. La personnalisation, ce sera un grand sujet pour les promoteurs. Je cite un exemple parce que je pense que les promoteurs ici connaissent ça. Les fameux TMA, donc les travaux modificatifs acquéreurs ou d'aménagement, ça dépend des intitulés, ce qui est vraiment aujourd'hui un gros problème pour les promoteurs, ce qui coûte très cher à gérer, ce qui est souvent le début d'une engueulade, en tout cas de tension avec le futur acquéreur. Aujourd'hui, on crée des logiciels. Il y en a un qui s'appelle Shoyu, par exemple, qui a créé un logiciel, un lyonnais, qui permet de gérer de manière parfaitement numérique les TMA. Il a fait quelques opérations de test avec des gros promoteurs. Les propriétaires sont contents, les promoteurs sont contents. Donc la personnalisation, elle va être aussi accélérée par ces outils qui marchent bien. Alors, en conclusion pour le promoteur, et là, c'est vraiment une conviction qu'on a forgée avec Robin. Le promoteur, c'est le chef d'orchestre et il y aura toujours besoin d'un chef d'orchestre. Je dis pas du tout, je serais peut-être plus sévère sur d'autres métiers, mais sur le métier de promoteur, je crois pas du tout qu'il puisse disparaître. Par contre, le jour où la recherche foncière, c'est plus vous qui la faites. Le jour où les capitaux, c'est plus vous qui allez les lever. Et le jour où la commercialisation, la gestion des TMA, c'est plus vous qui la faites, votre marge, elle est plus de 15 ou de 20, elle est de 5. Vous existez toujours, mais votre marge, elle se réduit mécaniquement. Et donc ça, je pense que c'est un grand risque. Et pour plein de métiers de l'immobilier, c'est vrai. Booking n'a pas tué les hôtels. Booking a réduit la marge des hôtels. Et je pense que dans l'immobilier, en tout cas pour les promoteurs immobiliers, c'est ce qui peut arriver. C'est que si en amont, en aval, il y a des gens qui grignotent de la valeur, à la fin, on est toujours chef d'orchestre, mais on le fait pour un bénéfice qui est moindre. Donc voilà, c'est un peu notre analyse du métier de promoteur. Sur le métier de constructeur, donc il vient après, on a titré des innovations à tous les niveaux, qu'on résume par 3 gros sujets qui nous paraissent importants dans la construction aujourd'hui. Le premier, c'est la robotisation du chantier. On y croit beaucoup.
D'abord pour une raison qui est pas une bonne raison, mais qui est que le secteur n'attire plus de main d'œuvre ou attire beaucoup moins de main d'œuvre. Je pense que tous les gens de la construction ici peuvent le dire, et on le voit dans les sondages. Là, le secteur fait pas rêver, le secteur attire de moins en moins. Donc, nous qui sommes dedans, j'allais dire tant mieux pour nous, mais le secteur attire de moins en moins. En Angleterre, c'est en train de devenir un vrai problème de société. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent plus de gens sur les chantiers, et le fait qu'ils vont fermer plus ou moins les frontières aux gens des pays de l'Est va aggraver ce problème. Et pendant le Brexit, c'était un des débats très importants, c'était qui va construire nos immeubles de demain. C'est-à-dire que si il n'y a pas de gens pour faire de la main d'œuvre, et donc l'idée d'avoir des robots, on cite le cas de Fastbrick qui pose effectivement qui pose des briques à 1000 par heure, donc ce qui est assez impressionnant, qui n'est jamais fatigué et qui travaille de manière, j'allais dire, assez efficace. Et évidemment les Japonais qui ont toujours été en avance sur la robotisation des industries, donc il n'y avait pas de raison qu'ils soient pas en avance là-dessus, et puis qui ont le sujet des JO qui arrivent et le sujet de la main d'œuvre. Donc le premier, c'est la robotisation du chantier, on y croit beaucoup. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Sur l'impression 3D des bâtiments, on est beaucoup plus mitigé. On le cite quand même parce que je pense que tout le monde a vu les vidéos de ces immeubles qui montent très vite en Chine ou ailleurs, ou de ces maisons qui sont construites. On a cité quelques exemples. Comment dire, je pense que la technologie est pas mature pour l'instant et que c'est pas un sujet pour les 10 prochaines années. Peut-être pour plus tard, mais je crois pas que ce soit un sujet, en tout cas pas super court terme. En tout cas pour nous, il y a moins de potentiel dans l'impression 3D des bâtiments que dans la robotisation du chantier. En tout cas, ce qu'on croit beaucoup, et c'est le dernier point sur la construction, et je crois que ça c'est quasiment une révolution copernicienne pour le secteur. C'est qu'en fait, pour faire des gains de productivité, il n'y a pas de secret, il faut industrialiser les choses. Il n'y a pas d'autre solution. L'automobile, on a industrialisé, on a fait des gains de productivité. Et le grand sujet pour l'immobilier, et là je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est d'industrialiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, un projet immobilier, c'est on recommence presque tout à zéro à chaque fois. Chaque immeuble est un prototype. On recommence tout à chaque fois. On n'a pas de gain d'échelle. Vous fassiez 1000 immeubles ou un dans l'année, j'exagère un petit peu, mais vous n'avez pas des gains de productivité et des gains d'échelle qui sont énormes. Et donc un des grands défis, si ce n'est le défi de la construction, c'est comment est-ce qu'on arrive à industrialiser la construction, comment est-ce qu'on arrive à produire une partie des immeubles en usine, loin des métropoles, loin des villes, et qu'on arrive simplement, j'allais dire, à assembler, comme on le fait pour les voitures, des pièces différentes, que ce soit des pièces, bon, ça peut être du bois ou du ciment, ou du béton, c'est les deux exemples qu'on cite ici, à les assembler sur le site. Évidemment, il y a plein d'avantages à ces solutions. Les avantages qui vous viendront tout de suite à l'esprit, c'est effectivement des baisses de coûts, puisque vous allez avoir des usines qui vont produire qu'une seule partie du bâtiment, mais qui vont produire en série. Mais il y a aussi plein d'autres avantages. La durée des chantiers, quand vous faites 80% du travail en usine, elle est considérablement réduite. Donc le maire qui veut pas bâtir, ça c'est un argument qui est quand même assez fort. Hier j'étais avec le patron de GA Promotion, qui est un peu le leader en France de ces sujets d'industrialisation. Ils ont 4 usines, ils font pas mal de choses. Il dit c'est un des arguments qui est très fort auprès des pouvoirs publics. C'est que moi mes chantiers ils sont plus courts, ils font moins de bruit et ça fait sens. Et puis les villes sont de plus en plus engorgées, il y a de plus en plus de problèmes de trafic. J'étais à Bucarest il y a pas longtemps. Bucarest c'est la ville la plus embouteillée du monde quasiment. Enfin c'est partie des top 3. Eux, ils sont vachement en pointe sur le modulaire et sur la préfabrication parce que trop compliqué, les artisans mettent plus de temps pour venir sur le site que pour faire les travaux qu'ils ont à faire sur le site. Et donc, c'est en train de bouger très fort là-dessus. Bon, on a mis 80-20, ça peut varier, mais en tout cas, on sent cette transformation. Je sais qu'il y a un traumatisme en France du préfa, qui date pas d'hier, mais d'autres pays sont en train d'avancer très fort. Je pense que les leaders là-dedans, c'est les Anglais. Il y a un rapport que je vous recommande, qui s'appelle le rapport Farmer, qui a été écrit par un gars qui s'appelle Farmer, qui a 1 ou 2 ans, je pense qu'il y a de 2016 ou 2017, je sais plus, et qui a complètement changé les mentalités au UK. Et aujourd'hui, ils construisent énormément modulaire, et ils en sont très contents, et la qualité du bâti est très bien, et les coûts sont en train de baisser considérablement. J'ai mis le BIM entre les deux, parce que il faut bien parler du BIM dans une conférence sur l'immobilier de demain, et en même temps, on sait pas trop quoi en dire, parce que le BIM, nous, ce qu'on dit souvent, c'est comme un Apple Store sans application. C'est bien, ça fait plaisir, mais en fait, on fait quoi avec, quoi? Donc je lui ai dit, je vais parler du BIM sur un exemple très concret de BIM. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret de BIM. Les gars de GA Promotion ou d'autres, ils vous disent, il y a une boîte aux US qui s'appelle Catera, qui fait de la construction modulaire, qui a des usines. Juste pour vous donner un ordre d'idée, créé en 2015, aujourd'hui parmi les 25 plus gros général contracteurs aux US. Bon, c'est des mecs qui ont levé 200 millions pour commencer, c'est les US, ils sont un peu fous. Mais enfin, quand même. C'est-à-dire que c'est un truc qui est en train quand même de se passer. Donc là, le BIM, la maquette numérique, dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui fait vraiment sens. Quand les pièces arrivent, on peut les scanner, on sait où elles vont dans le plan. Et inversement, c'est-à-dire que j'ai mis les flèches dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qui vient dans ce sens-là, on peut l'analyser. Et quand il y a une pièce qui marche pas, tout de suite, l'usine, on peut lui dire, voilà ce qui n'a pas marché la dernière fois, améliore-toi. Et donc, on sort de la logique de prototype où on recommence tout à zéro.
On passe dans une logique quasiment d'essai-erreur, où l'erreur on l'a fait qu'une fois, et puis après en usine elle est traitée, et puis tout ça fonctionne mieux. Donc voilà pour le constructeur. Voilà, je vous recommande vraiment l'entreprise Catera, très très intéressante aux US, puisque ils sont allés très loin. Ils produisent même le bois, etc. Ils ont vraiment intégré complètement la chaîne de valeur. Parce qu'en gros, il y a deux modèles dans cette logique de préfa. Soit vous êtes dans la logique, on va dire un peu automobile à la Renault, bah du coup je vais faire que dessiner et puis il y a plein de pièces qui vont venir et puis je serai que l'assembleur. Ça c'est la première façon. Ce qu'on voit plutôt avec Catera et avec GA Promotion, c'est que ces gens en fait intègrent la chaîne de valeur de plus en plus et ils veulent devenir producteurs. Voilà, vous connaissez peut-être aussi la boîte Woodeum qui a été créée par Guillaume Poitrinal et Alain Zivkovic, je crois que c'est Alain, je sais plus son prénom, qui fait de la préfabrication de bois et qui je crois rencontre un certain succès. Le troisième métier qui va vous intéresser, c'est l'agent immobilier au sens très large. Je vois que vous prenez des photos, si vous voulez, je pourrais passer la présentation en PDF, comme ça vous aurez les pieds. Sur certains slides, il y a des sources aussi, parce qu'on n'invente pas les chiffres complètement non plus, donc on les source parfois. Alors l'agent immobilier au sens large, c'est-à-dire que je prends à la fois les gens qui font de la transaction résidentielle, les gens qui louent des bureaux ou des retails, enfin tous les gens qui servent d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur ou entre un bailleur et un locataire. Moi je pense que ce métier-là, il a, comment dire, dans cette industrie-là, dans ce secteur-là, dans ce segment-là, il y a 4 asymétries d'information qui me paraissent fortes et qui sont levées petit à petit consécutivement. Et donc je vais essayer d'en dire un mot. La première, quand je veux acheter un bien ou quand je veux louer des bureaux, je me dis qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est à vendre. Et ça, je crois que c'est une question qu'au fond, on a quand même réussi assez bien à régler. Se loger, c'est 95. Les îlots, qui est l'immense plateforme américaine pour le résidentiel, c'est 2003. Trulia, qui est aussi un géant américain, c'est 2005. Je crois qu'on arrive à maturité et au fond, aujourd'hui, des biens qui sont pas du tout visibles sur Internet, c'est soit des biens d'exception, mais des cas très particuliers. Donc cette asymétrie d'information, je pense qu'elle est levée et c'est très bien, ça fait plus de transparence dans le secteur. La deuxième, c'est quelle est la qualité de ces biens. Et là, je crois qu'on est à mi-chemin. C'est pour ça que j'ai fait un cercle à moitié rempli. Aujourd'hui, et dans les zones tendues, comme il y a beaucoup plus de gens qui veulent acheter l'appartement que de gens qui veulent en vendre, en gros, vous allez prendre une décision qui va vous engager sur 15 à 20 ans de votre vie en 2 fois 30 minutes. Si vous avez de la chance. Pour ça, c'est même moins. C'est vous arrivez, voilà. Et puis en général, ces 2 fois 30 minutes, elles sont à 2 semaines de décalage. Donc en fait, c'est la même saison. Donc vous arrivez en novembre, on vous explique que la terrasse est magnifiquement ensoleillée tout le printemps et tout l'été. Comment dire, vous n'avez pas trop d'autre choix que de croire l'agent immobilier qui vous dit ça. Nous, on pense que les gens n'accepteront plus ça et ne feront plus confiance naturellement aux gens. Et donc, ils vont demander, non, j'aimerais savoir et j'aimerais qu'on me prouve que c'est ensoleillé. On a parlé aussi des consommations d'énergie. C'est un vrai sujet quand on vend des appartements. Les gens parfois racontent un peu n'importe quoi sur la consommation d'énergie. Pourquoi est-ce qu'on a fait le registre des copropriétés? Enfin, pourquoi le gouvernement a lancé ça en 2014? C'est aussi pour mettre la transparence sur qu'est-ce que coûtent les charges dans une copropriété. Et comme ça, avant d'acheter, je compare deux copropriétés et puis je peux faire mon choix en connaissance de cause. J'ai parlé de l'ensoleillement parce qu'il y a une start-up qu'on aime beaucoup qui s'appelle Solène. Solène, c'est une application à un téléphone. Vous mettez sur le balcon et elle vous dit l'ensoleillement toute l'année et du matin au soir de l'appartement que vous êtes en train de visiter. Et ça, c'est quand même mieux, je trouve, que au doigt mouillé l'agent immobilier qui se mouille un peu, pas trop, qui le dit sans le dire et qui à la fin en fait il n'y a pas de soleil et puis vous pouvez pas râler, c'est trop tard, vous avez déjà acheté. Donc je pense que ça c'est une deuxième asymétrie d'information, la qualité de ces biens. Bon, voilà. La troisième, c'est la valeur des biens. Donc j'ai parlé de meilleurs agents, donc je veux pas m'apesantir trop là-dessus, je veux surtout parler du quatrième point. Comme la data est en train de se libérer, il y a des évaluateurs qui sont en train de se créer et donc de plus en plus quand je veux vendre ou quand je veux acheter, le bien que j'ai en face de moi, j'ai la capacité de l'évaluer. En tout cas, on va dans cette direction. Je pense que le vrai sujet, et en fait, parce que si on s'arrête là, souvent dans les conférences, avant je m'arrêtais aux 3 premiers points, et on me disait, mais alors c'est quoi votre conclusion? Alors, est-ce qu'il y aura toujours des agents immobiliers? Je sais pas, machin. En fait, pour répondre à la question, est-ce qu'il y aura encore des agents immobiliers? Est-ce qu'il va y avoir une fameuse désintermédiation? Je pense qu'il faut répondre à la quatrième question. Alors peut-être que vous connaissez très bien l'immobilier et que vous connaissez très bien vous-même, mais moi, je sais pas vraiment où est-ce qu'il faut que j'habite à Paris. Là, je vais déménager. Je sais pas vraiment. Est-ce que je serais mieux dans tel quartier ou dans tel autre? Mais si demain, j'ai une entreprise avec 50 collaborateurs et que je dois choisir l'endroit des bureaux pour les 50, là, je suis complètement perdu. Je sais pas s'ils veulent mieux être dans le Marais, en banlieue, etc. Donc, le choix de où je vais habiter, où je vais louer, particulier, professionnel, c'est ça le sujet qui compte pour l'intermédiaire. Et en fait, pour nous, la désintermédiation, c'est un mythe. Tous les gens qui disent désintermédier, c'est simplement un intermédiaire de plus.
Uber ne désintermédie rien du tout. Uber a rajouté un intermédiaire dans la chaîne de valeur. Avant, il y avait un producteur et un consommateur. Maintenant, il y a un producteur, une plateforme et un consommateur. Donc nous, on pense pas qu'il y aura désintermédiation dans la transaction. La question, c'est qui va être l'intermédiaire. Et là, je pense que c'est ça le vrai débat intéressant. Qui va être l'intermédiaire? Qui va être capable de dire, pour ta société, j'ai regardé un peu le profil des gens, la moyenne des âges, les hobbies, les passions, les jobs passés, les situations familiales, les gens que tu vas vouloir recruter dans le futur. Je pense que l'endroit où tu dois te mettre par rapport aussi au prix de l'immobilier, c'est vraiment dans ces trois quartiers-là. Et là, il y a deux écoles. Les brokers traditionnels disent, c'est l'humain qui va prendre ces décisions-là. Peut-être que l'humain va continuer à avoir ce rôle de conseil. Moi, je pense qu'il sera, s'il n'est pas remplacé, je pense qu'il sera quand même bien aidé par la machine. Parce que là, j'ai cité 5 ou 6 critères, 5 ou 6 paramètres. Les gens, en général, au bout de 2 paramètres, le cerveau humain, ça arrête de raisonner, ou en tout cas, c'est plus compliqué. Et là, je pense que la machine, elle peut aider. Parce que la machine, elle se souvient de toutes les opérations qu'elle a fait pour le passé. Donc, si un jour, des gens comme CBRE décident de travailler, ou de BNP Real Estate, ou de Cushman, peu importe, décident de fonctionner en plateforme, et donc disent, quand on va trouver des bureaux à des gens, on va faire des sondages de satisfaction, et puis on va rentrer tout ça dans une machine, et je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, ils auront amassé un certain nombre de data qui leur permettra d'être très très pertinents sur le conseil qu'ils vont faire. Mais c'est pas des humains qui feront ça. Moi, je pense pas à 100%. Ils seront aidés, alors IA ou intelligence artificielle ou pas, peu importe, mais en tout cas avec des algorithmes puissants qui aideront les gens à savoir où est-ce qu'ils doivent habiter, où est-ce qu'ils doivent louer. Donc je fais tout le temps ce petit laïus sur la désintermédiation parce que il y aura certainement des questions, mais je pense que c'est ça le sujet, c'est qui va apporter le meilleur conseil. Et les gens veulent être conseillés. Les gens veulent pas choisir leur lieu d'habitation au doigt mouillé. Ils veulent être conseillés. Donc voilà là-dessus, il y a 2 hypothèses pour résumer. En tout cas, si on prend vraiment le job d'agent immobilier résidentiel le plus connu, soit les agents immobiliers s'approprient les nouveaux outils, un peu comme le promoteur s'approprie les nouveaux outils, comme je l'ai dit dans la slide, dans les slides précédentes. Donc aujourd'hui, on a des promoteurs qui permettent de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, qui proposent l'application Solène dont j'ai parlé. Le lien aussi, on a parlé avec le notaire, il y a des boîtes comme MyNotary qui aujourd'hui permettent de centraliser tous les documents qui vont vers le notaire et qui accélèrent considérablement la durée, qui réduisent la durée des transactions. Donc soit les agents immobiliers se saisissent de ça au détriment d'une baisse de leur marge, il n'y a pas de secret là-dessus. Et malgré tout, j'ai parlé du UK. Au UK, le fees moyen, il est à 1,5, il n'est pas à 4,5 ou 5 comme en France. Donc on peut imaginer ça. Soit ils les refusent idéologiquement et je pense qu'ils mourront. Et je pense, et je vais en parler un petit peu après, que des gens comme Facebook, comme Le Bon Coin, tout le monde connaît, mais aujourd'hui la marketplace qui moi me paraît la plus pertinente, c'est celle de Facebook qui ont lancé cet été. Le deuxième item, c'est immobilier. Donc demain vous partagerez vos appartements à vendre ou à louer directement sur Facebook. Donc je pense que les agents immobiliers doivent pas raisonner par rapport à l'agent d'à côté, mais plutôt par rapport aux géants GAFA qui arrivent. Mais ça je vais en dire un mot. Je finis mon quatrième métier, mon quatrième job. Donc c'est le syndic et dans lequel je vais aussi mettre les bailleurs sociaux, les property managers. Je sais que c'est des gens qui font des métiers différents, mais qui à la fin gèrent un immeuble de bureau ou de résidentiel. Et d'ailleurs un des grands sujets, c'est comment est-ce qu'on prend les bonnes pratiques du bureau et qu'on les met dans le résidentiel. Pareil, j'ai simplifié la transparence. Je m'arrête pas trop là-dessus, mais je vais d'abord dire du mal des syndics, après je vais en dire du bien. Les syndics doivent faire la transparence sur leurs coûts, on doit comprendre ce qui se passe, on doit comprendre où passe le budget. Je pense qu'il y a des extranets ou des intranets assez smart à créer sur ces sujets-là. Je vous en recommande un qui s'appelle Simon, et je vois Guillaume qui est dans la salle, donc qui a créé un intranet justement. Alors lui n'est pas syndic, mais il vend ce logiciel au syndic. Vous pourrez le voir, il est juste là, et qui en fait met de la transparence dans le syndic, dans la vie du syndic. Alors c'est bien pour empêcher les mauvaises pratiques, mais c'est aussi très bien pour le syndic pour montrer ce qu'il fait. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas leur syndic parce qu'ils ont l'impression qu'il ne fait rien, ce qui est en partie faux. Ce qui est clairement en partie faux. Il y a des choses qui sont faites par les syndics qui ne sont pas vues par les clients, et ça, on le sent bien. Et donc, l'idée d'avoir un truc plus transparent, une plateforme ouverte à tous les copropriétaires et les occupants, qu'il faut pas oublier non plus, ça permet de montrer ce qu'on fait de bien. Et je pense que ça va dans le bon sens. La deuxième chose, c'est la résolution rapide des problèmes. Là, effectivement, c'est un vrai sujet. Plus on numérisera les bâtiments, c'est pour ça que j'ai parlé de BIM, plus on arrivera à déclarer les problèmes facilement. Et aujourd'hui, il y a des boîtes aux US comme SMS Assist qui portent bien son nom, qui est, vous avez un problème dans votre immeuble, vous envoyez un SMS avec une photo, il vous géolocalise, il géolocalise le problème. Et en fait, ça ne passe même plus par le gestionnaire. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quoi? C'est j'appelle mon syndic, qui lui-même appelle le prestataire, qui lui-même est en vacances, qui rappelle le syndic. Bref. Aujourd'hui, en fait, le job du syndic, c'est peut-être juste de créer la plateforme qui permette à ses copropriétaires ou à ses occupants d'être mis directement en relation avec ses prestataires.
Et dans le bureau, il y a des gens qui font ça très bien. Enfin, moi, je trouve très intéressant une plateforme qui s'appelle Workwell. Donc, c'est la fille qui avait créé Never Eat Alone avant. Donc, Never Eat Alone, ça partait d'un concept un peu assez simple, qui est de dire, dans une tour à la Défense, en fait, il y a forcément 2 personnes qui sont fans de basket nord-américain et qui se sont couchés à 5h du matin pour regarder le match de la veille. Bah, peut-être qu'ils ont envie de déjeuner ensemble et puis de se parler du match pour refaire le match, comme on dit. Et donc, elle a créé ça, Never Eat Alone. Et donc, par affinité, elle a rassemblé les gens. Puis elle s'est dit, en fait, j'ai créé cette communauté, mais du coup, ça peut peut-être être utilisé, cette communauté, pour autre chose. Aujourd'hui, elle offre des services, elle donne accès à une conciergerie, elle permet de déclarer les problèmes. Et donc, en fait, elle fait un peu le job du property manager d'une certaine manière. Alors, elle commence juste, mais je pense que c'est intéressant. Et si j'ai mis ça dans la partie syndic, c'est que je pense que dans le résidentiel, il n'y a que le syndic qui peut faire ça. Parce que l'acteur stratégique du résidentiel, c'est le syndic de copropriété. Comme on a un marché locatif qui est très éclaté, il y a très peu de monopropriété en France parce que les instituts sont sortis du résidentiel. Et donc, l'acteur stratégique qui peut lutter et qui peut devenir cette plateforme, cette plateforme de service qui a créé une communauté, ça peut quasiment que être le syndic. Et si c'est pas le syndic, et là encore je vais pas vous étonner, il y a une boîte américaine qui s'appelle Nextdoor. Donc c'est pas le Nextdoor de Bouygues et de Accor, c'est un autre Nextdoor qui est élevé, je crois, 250 ou 300 millions de dollars, qui vaut plus d'1 milliard de dollars et qui est en train de devenir aux US le réseau social de l'immeuble et du quartier. Et Nextdoor est présent aux US, ils sont en Hollande et ils arrivent en France dans les mois qui viennent. Si les syndics font pas ce job-là, créer une communauté, proposer des services, améliorer leur gestion, il y en a d'autres qui vont le faire à leur place. Et un jour, Nextdoor va aller voir le syndic en disant je fais 80% de ton boulot, donc maintenant je vais demander une carte pro et je vais devenir syndic. Je pense que ça va se finir comme ça. Et donc, les syndics sont à mon avis dos au mur sur cette question-là de comment je règle plus vite les problèmes, comment je crée une communauté. Sur ce sujet-là de la gestion du parc résidentiel, je pense qu'il y a une question qui est centrale, c'est la question des serrures connectées. Aujourd'hui, le plus gros investisseur dans les serrures connectées dans le monde, c'est Amazon. Ça devrait quand même faire réagir les acteurs de l'immobilier. C'est Amazon qui aujourd'hui investit massivement dans les serrures connectées. Au CES de Las Vegas la semaine dernière, la Smart Home et les serrures connectées, c'était ce qui était quasiment le plus mis en avant. Parce que le jour où vous maîtrisez, où vous gérez l'entrée de l'immeuble et les serrures connectées, mais j'allais dire, je vais me prendre une expression de mon enfance, mais vous êtes le roi du pétrole pour vendre des services aux gens. Les femmes de ménage, c'est vous qui allez les proposer. Vous allez dire aux gens, soit tu passes par une plateforme très classique, tu donnes tes clés, on te les rend pas, il y a un vrai risque, etc. Soit tu passes par moi, je t'installe gratuitement parce que ça coûte rien aujourd'hui une serrure connectée. La femme de ménage arrive ou l'homme de ménage, il met un numéro, il met son téléphone, il ouvre, il ressort, on a la transparence sur quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il est parti, et ça marche beaucoup mieux. Pourquoi Amazon investit massivement là-dedans ? Parce qu'en fait, pour livrer leurs colis, c'est super pratique d'avoir des serrures connectées. Un truc tout bête, vous voulez acheter de l'électroménager compliqué à monter. Je pense qu'on a tous reçu ces SMS, je passerai entre 14h et 19h. 14h c'est le lundi et 19h c'est le mardi. Donc vous vous dites c'est pas possible. Là vous dites ok, mon code c'est 8 12 machin. Le gars vient, il prend le temps qu'il s'apprend pour installer, il s'assure que ça marche et puis il part. Et donc je pense que ce sujet-là de la gestion, que ce soit pour les bailleurs sociaux, que ce soit pour les properties, que ce soit pour les syndics, la serrure connectée c'est un enjeu important. Quelques chiffres quand même. En Corée du Sud, c'est 70% du parc qui est équipé de serrures connectées. En Chine, c'est déjà 5%. Je n'ose pas vous donner les chiffres de la France, mais c'est moins que rien, quoi. Donc, il va falloir sortir un peu de nos conservatismes. C'est pas moins sécurisé que les vraies serrures, ça a été prouvé. Les serruriers viennent moins souvent, ce qui est pas plus mal, et ça fonctionne bien. Donc, je crois que on aurait pu parler de ça aussi pour le promoteur, ça peut l'intéresser parce que il produit, mais aujourd'hui, on arrive à mettre des serrures connectées sur des serrures classiques. Donc, même dans l'ancien, on peut mettre en place ça. Donc pour moi, le syndic ou le property manager du futur, il a ça en tête j'utilise ces serrures connectées pour créer cette plateforme, pour créer cette communauté. Alors, quelques mots, parce que ça fait combien de temps que Encore 5 minutes, parfait. Bon, je vais essayer d'être rapide. Alors, quelques mots sur la France et l'Europe dans cette révolution de l'immobilier dont je vous parle depuis 35 minutes, si j'ai bien compris. Pour le dire pudiquement, on est nul. Mais on est encore plus nul que dans les autres secteurs. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que dans la fintech, en fait, on a rattrapé notre retard. On a des belles boîtes de la fintech, dans l'assurance. Dans l'immobilier, on a un retard qui est considérable. On a mis quelques chiffres. Alors là, on parle que des startups. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls à innover, mais on va prendre ce prisme-là pour parler un petit peu des startups. En 2011, en tout cas, on prend le chiffre de 2013 qu'on voit. 2012, c'était 200 millions d'euros de levée de fonds des startups du secteur immobilier dans le monde entier. 200 millions. L'année dernière, on a fait 3, et cette année, on fait 12, et KPMG annonce 20, ce qui a l'air, pour une fois, une prévision qui est assez réaliste, vu ce qu'on a eu cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, la fintech, c'est à peu près 20 milliards, donc les services financiers ayant un poids dans le PIB 2 fois inférieur à l'immobilier, c'est pas déconnant de penser qu'il y a de l'argent qui va aller dans ces boîtes-là,
qui font de la construction modulaire, qui font des serrures connectées et qui font des plateformes de transaction un peu smart. Sur ces 20 milliards-là, on a mis le chiffre à droite qui fait un peu peur quand même, j'en suis bien conscient. Bon, les Américains, effectivement, sont très bons. Je parle pas des Airbnb et compagnie, mais voilà, j'ai parlé de Catera, j'ai parlé de Nextdoor, qui est une boîte américaine, j'ai parlé de SMS Assist. Tout ça, c'est des boîtes qui ont levé 100, 200, 300, 400 millions de dollars. On a mis le chiffre des licornes, donc les fameuses boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, il y en a 21 dans le secteur immobilier. Donc des plateformes d'achat-vente, des plateformes de construction. Il y en a 15 aux US, il y en a 6 en Asie, il y en a 0 en Europe. Donc nous, on aime bien mettre en avant les startups qu'on connaît, c'est pour ça que j'ai parlé de Simon et de Guillaume, mais on dit aussi, attention, on est en train de prendre un retard considérable. Il y a une boîte qui s'appelle Wirescore, je ne sais pas si vous connaissez. Wirescore, ils se sont dit, la localisation pour un immeuble de bureau, c'est très important, la qualité du bâti, les performances environnementales, c'est très important, mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est la connectivité. Si vous avez des murs qui font 3 mètres de largeur, vous n'avez pas de Wi-Fi. Et si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous faites pas de business. Et donc eux, ils sont venus noter les immeubles en fonction de leur connectivité Wi-Fi. Et c'est une boîte américaine qui vient de signer un partenariat global avec Gecina, qui n'a que des immeubles dans la région parisienne. Voilà, est-ce que nous, en France, on n'aurait pas été capable de faire ça? Je pense qu'on aurait été capable. Et le problème, c'est que ces business-là de notation, de certification, il y a un seul gagnant. C'est une fois que quelqu'un s'est installé, vous pouvez pas revenir contester sa supériorité. C'est très compliqué. Donc nous, on tire cette sonnette d'alarme sur attention. Les Américains et les Asiatiques arrivent et ils sont très financés. Je finis très rapidement là-dessus pour parler un peu des GAFA et qui arrivent dans le secteur. Alors on les a divisés en deux. Tous ceux-là sont dans le secteur immobilier, déjà je vous rassure. Il y en a qu'on attendait, honnêtement, on attendait Facebook sur sa plateforme de marché, c'est-à-dire mise en relation acheteur, vendeur ou bailleur, locataire. Le gouvernement chinois, en tout cas les autorités publiques de la ville de Hangzhou, ont demandé à Alibaba de créer la plateforme bailleur-locataire pour toute la ville d'Hangzhou. Donc Alibaba. Snapchat, Instagram font de la pub, mais c'est des gens qu'on attendait sur ces métiers-là. Ceux qui sont à votre droite, on les attendait beaucoup moins. Et à mon avis, ils sont beaucoup plus dangereux pour le secteur. Quelques exemples. Alphabet, c'est Google. Google se lance dans la préfabrication des maisons. Ils se disent qu'avec leur Google Home et avec les données qu'ils récupèrent, dans quelques années, ils seront pas plus bêtes qu'un promoteur classique pour faire des logements. Parce qu'eux, ils savent où vous passez du temps, ils savent ce que vous faites, ils savent quand vous êtes dans votre appartement, et ils savent que par exemple, dans telle pièce du logement, parce qu'elle a été mal foutue, personne n'y est jamais allé. Donc ils vont se tromper sur une opération, mais ils vont pas se tromper sur deux. Ils viennent de signer un partenariat avec Factory OS pour construire 500 maisons préfabriquées en Californie. Amazon rachète du retail physique, c'est pas le plus important. WeWork commence à racheter WeWork, c'est le géant de la gestion des espaces de coworking, qui vaut 20 milliards, c'est la 6e plus grosse licorne du monde. 20 milliards de valorisation, pas d'actifs pour l'instant, juste une marque fabuleuse qui se développe dans le monde entier. Aujourd'hui, ils commencent à racheter leurs murs. Et je finis par Airbnb parce que ça, c'est l'exemple le plus intéressant. Airbnb est en train de devenir un promoteur immobilier. Ils ont lancé plusieurs programmes en Floride. Et on s'est laissé entendre dire que le prochain pays d'expérimentation serait peut-être Paris. Enfin, en tout cas, la France et Paris plus précisément. Ces gens-là ont accès aux locataires. Ils ont une plateforme énorme. Ils vont simplement s'associer, ils vont apprendre un peu à construire, enfin à faire de la promotion, et ils vont faire ça très bien. Donc c'est pour ça que je disais, la donnée se libère entre les promoteurs parce qu'ils se rendent bien compte que c'est peut-être ces gens-là qui vont venir les contester. Donc voilà, je voulais finir, en tout cas, et après je dis un seul mot, mais je voulais finir sur cette image-là des GAFA qui arrivent très fortement dans le secteur et qui vont faire des dégâts. Alors tous ne réussiront pas. Google a déjà lancé Google Real Estate en 2011. Ils se sont complètement plantés, ça n'a pas marché du tout. Mais là, je pense qu'ils viennent avec d'autres ambitions. Et puis c'est le seul endroit juste un chiffre aussi sur Google. Google Home, 10 millions de ventes depuis le lancement, qui était il y a quelques mois. 10 millions de ventes. Donc il y a 10 millions de Google Home qui aujourd'hui récupèrent des datas de partout dans le monde entier et qui comprennent un peu comment vous vivez et ce que vous voulez dans vos logements. Alors en 2 minutes, je vais conclure en 2 minutes en vous disant ce que nous on fait dans cet écosystème un peu pléthorique que je vous ai décrit. Alors pourquoi Real Estate? Pourquoi le nom Real Estate déjà? La tech dans le Real Estate, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a eu les Fit Tech, les Food Tech, les Ad Tech, les Biotech. On pense que maintenant c'est l'heure des Real Estate. Donc c'est pour ça, donc ça prend le financement, la construction. Vous avez tout ça dans le livre. Donc je passe vite. Alors ce que nous on fait, certains peut-être connaissent un peu l'association qu'on a lancée en janvier 2017, mais on informe. Donc on a un site qui s'appelle realestate.eu. On fait des conférences, comme je suis en train d'en faire une en ce moment. On a écrit un livre donc qui s'appelle L'immobilier demain. Alors je rassure ceux qui ne l'ont pas lu. En tout cas, je les invite à le lire, mais je dis que c'est très différent de ce que je raconte depuis tout à l'heure. Il y a des exemples beaucoup plus précis. Enfin, vraiment, la conférence et le livre se complètent bien.
Ça a été fait pour ça. Le livre s'est très bien vendu. On est à presque 5000 exemplaires vendus et on le sortira en anglais en février. Voilà, on fait un peu de presse. On connecte beaucoup les gens. Nous, on ne croit pas dans ce secteur que les petits vont bouffer les gros. Je pense que c'est un peu le fil rouge de ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce sera beaucoup plus compliqué que ça. Il y a la valeur qui va se répartir différemment, mais je ne pense pas que les petits vont bouffer les gros. Et parce que c'est des métiers qui sont lents, c'est des métiers qui sont très capex. Et donc, on organise des événements où on fait venir des boîtes, des promoteurs, des constructeurs et des startups. Donc, vous voyez un peu, on a commencé à 40 personnes. Et aujourd'hui, on est plus de 150 par événement. Donc, ça a bien pris le réseau un peu. Bon, voilà, je pourrais trouver ça. Et la dernière chose, c'est qu'on fait un peu de lobbying. Et notre actualité un peu du moment, c'est que on a interrogé les 400 startups de l'immobilier qu'on a dans notre base pour essayer de savoir un peu ce qu'elles représentaient en part de marché. À la fin de chaque conférence, et c'est une question qui est tout à fait légitime, on me dit oui, c'est très bien, mais concrètement, c'est quoi comme part de marché? Nous, on a interrogé les gens pour essayer de mesurer. Et donc oui, effectivement, par exemple, si on prend la gestion locative par des nouveaux opérateurs un peu innovants, c'est très faible. C'est moins d'1% du marché aujourd'hui. Par contre, si vous commencez à prendre des quartiers un peu touristiques, un peu sympas de Paris, sur 1%, il devient 5. Donc on voit que c'est des marchés qui sont très métropolitains et qui sont en train de se développer. Et donc on a interrogé ces 400 startups, on l'a fait avec KPMG et on fera la restitution des résultats. Donc s'il y en a qui veulent venir, dites-moi-le à la fin. Ce sera mardi matin au siège de la FFB à Paris, en présence du ministre du Logement, du ministre du Numérique et puis d'un certain nombre de patrons du secteur. Donc voilà, je finis en vous disant que en plus de l'association, et là je lance une sorte d'appel, mais en plus de l'association, on est en train de créer un fonds d'investissement. C'est-à-dire que ces 400 startups, il y en a peut-être une cinquantaine ou une trentaine ou une vingtaine qui nous intéressent. Enfin, en tout cas, ça nous intéresse d'investir dedans. Donc, je ne fais pas un appel aux investisseurs, sinon ce serait considéré comme de l'appel public à l'épargne. Et l'AMF serait très mécontente. Par contre, je fais un appel aux startups. S'il y a des gens ici qui sont des startups, qui ont besoin de capitaux, nous, on sera opérationnel dans les semaines à venir. Donc, on sera ravis de regarder vos dossiers, que vous soyez parisiens, nantais ou autres. On regardera ça avec plaisir. Merci pour votre écoute. Et on prend les questions maintenant. Oui, on va vous applaudir dans un premier temps. On va faire circuler des micros dans quelques instants. Alors c'est vrai que vous avez dit que l'évolution va se faire un petit peu tranquillement, va se faire comme c'est un secteur assez lent par définition, donc cette évolution va être progressive. Ceci dit, il y a quand même des métiers qui sont dos au mur. C'est aussi une expression que vous avez utilisée. Est-ce que là, on doit considérer cette question du numérique comme une menace pour certains des métiers ou plus que d'autres? Enfin là, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus interpellatif par rapport aux réactions qu'on doit avoir avec ça. On a vu des directeurs d'innovation qui sont dans la salle. Quel est le rythme d'appropriation des questions numériques dans le secteur aujourd'hui, tel que vous constatez un petit peu sur la France? Alors, ce qui est clair, c'est que les business models qui reposent sur la non-transparence du marché, type les brokers, ça c'est clair que c'est des gens qui vont être attaqués avant les gens qui font de la construction. Ça, je pense que c'est assez évident. Pour cette raison-là et pour une deuxième raison, c'est que les gens qui montent des boîtes, ils sortent pas de nulle part. Ils ont un profil, ils ont des spécificités. Et le sondage qu'on a fait auprès des 400 startups le montre bien. En gros, de 2010-11 à 2014-2015, les gens qui montaient des boîtes étaient plutôt soit des gens en fin d'études, soit des jeunes actifs très jeunes. Et donc, ils ont créé des boîtes sur des métiers qu'ils connaissaient, qu'ils avaient expérimentés. Donc, vous avez eu plein de plateformes de colocation, vous avez eu plein de plateformes de location, même de transactions. Ils connaissaient un petit peu ça. Donc, on a eu du court terme. Donc, on a eu plein de plateformes qui se sont lancées là-dedans parce que c'est ce que les gens connaissaient. Donc, ces métiers-là, pour répondre à votre question, c'est des métiers qui vont être touchés, je pense, en premier parce que les gens se sont lancés en premier. Ce qu'on voit depuis 2015, c'est très intéressant, c'est que les gens qui montent des boîtes sont plus vieux, plus expérimentés et vont dans des endroits de la chaîne de valeur moins connus du grand public, mais beaucoup plus rémunérateurs. Aujourd'hui, si je dois donner des conseils à des gens qui veulent monter des boîtes, il y a beaucoup de jeunes ici, je ne sais pas s'il faut monter la 25e plateforme de transaction, achat, vente, location. À part si vous avez une idée d'acquisition cliente qui est fabuleuse, allez-y, mais c'est très bouché, c'est très compliqué. Par contre, le gars dont je vous ai parlé qui gère les TMA, lui, il a fait 5 ans chez Altaria, 5 ans chez Bouygues Immobilier. Il a dit, j'ai très bien compris le problème. Il s'est mis dans son bureau pendant 1 an et il a développé le truc. Et aujourd'hui, c'est en train de marcher. Donc, on voit vraiment des changements de profil. Le leader du BIM en Europe, il s'appelle Finalcad. Il est français. Les gars de Finalcad, c'est des gens, et d'ailleurs la moyenne d'âge de la boîte est beaucoup plus élevée que ce qu'on a dans les autres boîtes que nous on analyse. C'est des gens qui ont fait de la construction, qui ont vu les problèmes sur le chantier, etc.
Un autre exemple, par exemple, une boîte qui s'appelle Bulldozer et qui a créé une sorte d'outil de collaboration en fait sur le chantier. Un des gros sujets et une des raisons de la lenteur et de la longueur des chantiers, c'est que les corps d'État communiquent très mal entre eux, très très mal. Et donc Bulldozer, qui a été créé par des anciennes personnes qui ont passé du temps sur les chantiers, et ils ont créé un outil de logiciel qui est, comme on dit, c'est pas rocket science, hein, ils ont pas inventé la fusée Ariane, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de blockchain ou je sais pas quelle invention. Non, c'est quelque chose de très simple pour répondre à un problème qui se posait. Donc, d'abord plutôt des plateformes bifaces, comme on appelle. Je pense que ces gens-là vont être touchés en premier. Mais de plus en plus, on voit des nouveaux modèles de promotion, des logiciels de construction. Donc là, pour répondre un peu à votre question, et c'est exactement ce qu'on a vu aux US en termes d'évolution aussi. Voilà. Des questions dans la salle, s'il vous plaît. Donc Stéphanie et Laurence vont aller parmi vous. Donc la première question étant la plus difficile, on passe tout de suite à la deuxième. Allez-y. Oui, monsieur au premier rang. Alors, il y a un point qui est très intéressant dans votre exposé, c'est les technologies nouvelles, etc. Sauf qu'on a quand même dans notre métier à faire face à une réglementation qui s'impose en permanence et qui, justement, de point de vue technologique, nous pose un vrai problème. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas dans les DTU, vous devez faire un latex, par exemple, et ça coûte de l'argent et ça prend beaucoup de temps. Donc le vrai problème de notre métier, c'est pareil pour la gestion transformer la gestion du logement, c'est aussi un problème de droit au départ. Or, dans ce domaine-là, et d'ailleurs, je vois que dans votre dernier slide, vous en parlez un petit peu dans ce que vous voulez faire avec votre association, c'est la dérégulation. À un moment donné, il va falloir réformer notre droit. Si on ne s'attaque pas à cette réforme du droit, tout ça va prendre beaucoup de temps à mettre en place, il me semble. Oui, alors 3 points. Premièrement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je donne 2 exemples. On a en gros organisé notre système constitutionnel autour de 2 majorités. La majorité de ceux qui sont inscrits et la majorité de ceux qui votent. On a organisé la gestion de nos copropriétés avec 6 majorités différentes. C'est la réalité, il y a 6 majorités différentes. Parce qu'il y a des trucs de deuxième tour, la loi article 24, 24 bis, 24 je sais pas quoi. Tous ces blocages-là, effectivement, vos syndics passent du temps là-dessus, à comprendre quelle majorité c'est pour telle résolution. Ils ne passent pas à régler vos problèmes et à améliorer la productivité de leur métier. Ça, c'est une évidence. Il y a un autre sujet aussi. Dans d'autres pays, on fait beaucoup de co-living. J'en ai parlé au début. Donc, il y a des parties privatives plus petites, des parties communes plus grandes. En France, on peut pas le faire parce que les charges récupérables, c'est quelque chose de très réglementé. On peut pas refacturer n'importe quoi aux occupants. Donc ça, c'est des vrais sujets. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez effectivement bien vu, nous on travaille beaucoup sur ces sujets. Le ministère de la Cohésion des Territoires devrait nous confier l'écriture d'un rapport justement sur ce sujet pour identifier les 10, les 15, les 30 normes à faire sauter sur ces sujets-là. Je pense que la construction a été le plus traité. Honnêtement, je dis pas que tout va bien et que c'est facile, mais il y a Guillaume Poitrinel a beaucoup travaillé sur le conseil de simplification. Il y a eu des avancées. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je vois à votre regard qu'elles ne le sont pas, mais je pense que ça, sur les métiers de la gestion et la fameuse loi Hoguet, c'est 1970. Une des grandes questions des syndics, c'est je sais pas si c'est une grande question, qui se pose, c'est est-ce que je peux organiser une AG en ligne? Aujourd'hui, les membres du conseil d'administration de Total votent en ligne pour des décisions qui engagent, sans manquer de respect aux copropriétaires, mais qui ont plus de conséquences que savoir si on change la façade cette année ou l'année prochaine. Donc, voilà. Et si on regarde la loi Hoguet, et moi je me suis je me plongé dans ces 70 pages absolument fascinantes, l'Assemblée générale doit être organisée dans la ville où est la copropriété. Voilà. Et avec ça, faites ce que vous voulez. Si vous voulez la faire, ça peut pas continuer. Et je comprends pas que ces sujets-là aient pas été abordés au moment de la loi Allure, parce que pour moi, c'est quand même très important. On a un taux de présence aux AG qui décroît chaque année, ce qui fait qu'il y a des décisions, on n'atteint pas le quorum nécessaire, donc on peut même pas prendre les décisions. On a des copropriétés qui sont plus rénovées, qui deviennent des passoires énergétiques, simplement parce qu'on a créé une loi en 70 à laquelle personne ne comprend rien et où les majorités ont pas de sens. Ça, c'était mon deuxième point. On pousse dans ce sens-là. Et mon troisième point, et je pense que c'est une réflexion que les acteurs doivent mener. C'est important de regarder la réglementation, mais il ne faut pas que ça nous rende aveugles du reste. Le débat sur les zones où s'appliquait la loi Pinel était quand même assez caricatural. Pendant 3 mois, on s'est demandé si on allait aller jusqu'en zone 2B ou en zone 2A ou en zone 1B ou en zone je sais pas quoi. Pendant ce temps, il y a Airbnb qui devenait promoteur et Facebook qui lançait sa marketplace. Je pense que c'est important. Il faut traiter les deux. Mais j'ai l'impression, de ce que je vois du secteur immobilier, c'est qu'il y a un focus réglementaire qui est très fort. D'abord pour peu de résultats, parce que le secteur a mauvaise réputation. Et ça, c'est très important. Tant que les gens considéreront ce secteur comme un secteur de rentier, forcément, le politique tapera dessus parce que ça coûte rien et ça fait plaisir.
Mais il faut aussi pas avoir un focus trop fort et pas croire que c'est l'alpha et l'oméga. Voilà, cette réponse un peu nuancée, mais je pense que sur la loi Pinel, en tout cas, enfin sur le dispositif, on voyait bien quand même que tout le monde ne parlait que de ça. Mais j'ai fait une émission où il y avait Alain Dinin qui était le patron de Nexity, où on discutait de ça, c'était sur le débat des bailleurs sociaux et est-ce que les 5 euros en moins en plus, machin. Et en fait, on discutait de ça pendant une demi-heure. C'était assez intéressant d'aller dans le débat technique, mais le vrai sujet, si la France veut continuer à se payer un système de solidarité comme le logement social, c'est pas de savoir si c'est 5 euros de l'État, du bailleur social. Non, la question c'est comment est-ce qu'on construit moins cher et comment est-ce qu'on gère mieux. Tant qu'on n'a pas répondu à ces deux questions, on peut faire tous les arrangements fiscaux, réglementaires, légaux que vous voulez. La France ne pourra plus se payer ce système de solidarité. C'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, le focus réglementaire, il faut faire attention aussi. Voilà, c'est juste mon point. Des questions dans l'Assemblée ? Oui, monsieur. Bonsoir. Pensez-vous qu'une hausse des gains de productivité engendrerait une baisse du prix de l'immobilier et donc des risques pour les investisseurs, notamment en termes de plus-value ? Alors, beaucoup de promoteurs m'ont dit une chose qui est très juste, qui est de dire quand je fais 30% de gains de productivité, dans les 18 mois, j'ai 30% de prix de foncier en plus. C'est une partie de la réponse que je vais te faire. C'est qu'en fait, tout va ensemble. S'il n'y a que le promoteur qui se démène comme un diable, qui fait des gains de productivité fabuleux, et qu'en face il y a une mairie ou un acteur privé qui dit c'est très bien, je connais tes marges, tout ça, on connaît à peu près les marges des gens, bah, du coup je vais augmenter le prix de mon foncier. Là ça marchera pas. Donc c'est pour ça que ça passe par une libération du foncier. Les gains de productivité se transformeront si on produit plus. Et donc pour produire plus, il faut plus de foncier disponible, il faut plus de densité. Un des grands sujets qui est jamais abordé en France, c'est celui de la démolition-reconstruction. Dans plein d'autres industries, quand ça marche pas, ben on change, on remplace et ça marche mieux. Voilà. Aujourd'hui, on a pour le coup beaucoup innové sur la démolition. Ça coûte très peu cher en général de démolir des immeubles. Et donc, il y a un peu un débat culturel sur ces questions-là de comment on démolit pour construire plus. Et là-dessus, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Quand Haussmann a refait Paris, ce qui est aujourd'hui considéré par à peu près le monde entier comme un exemple d'urbanisme et de réussite politique publique, il y a eu beaucoup d'opposition parce qu'il a rasé une grande partie des taudis de la ville de Paris. Et Victor Hugo avait écrit une lettre qui s'appelait Guerre aux démolisseurs, je crois qu'on cite dans le livre d'ailleurs. Et donc nous, ce qu'on dit au pouvoir public quand on les voit, c'est si Haussmann a résisté à Victor Hugo, vous allez pouvoir résister, je pense, à 2-3 élus locaux qui bloquent. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est une façon de répondre à ta question. Ce sera global et ça passera par du produire plus. S'il y a du gain de productivité, mais que ça reste fixe, le foncier va augmenter. Enfin, c'est des équilibres de marché assez compréhensible, quoi. Alors, on a tous les métiers, je crois, qui sont représentés ce soir. On a des syndics, des courtiers, des promoteurs, des mandataires, des constructeurs, des banquiers, des architectes, des prestataires, des bureaux d'études, des notaires. Alors, voilà, les uns les autres. Est-ce que vous avez des interpellations sur ce qui a été dit ce soir ? On vous écoute ? Ou comment, et les témoignages aussi, comment vous vous préparez à cette révolution numérique ? Les syndics sont déjà partis, en fait. Oui, comment vous vous appropriez ces sujets ? Comment vous vous préparez ? Je suis sûr que Guillaume a une question très intéressante à poser sur les syndics. Guillaume ? On vous apporte un micro. Stéphanie ou Laurence ? Non, c'est pour on enregistre, donc c'est pour aussi sonoriser les questions, les interpellations. Merci. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci Vincent de nous avoir cités. Alors je ne sais pas si vous avez une question ou pas. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas dans l'approche, parce qu'on travaille sur les syndics de copropriété, c'est de se dire comment servir des normes actuelles qui sont effectivement vraiment contraignantes pour tout le monde et qui ne permettent pas de faire un métier en tout cas facile, mais comment se servir de toutes ces normes pour réussir en tout cas à réimpliquer les occupants et à réengager tout le monde dans la gestion immobilière. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est la complexité des normes fait que les gens se désengagent totalement et il y a un gros problème de pédagogie sur l'immobilier. Et la vraie question, c'est ça aussi, comment on peut rendre accessibles toutes ces questions immobilières, que ce soit pour les promoteurs, que ce soit pour n'importe quel acteur, et au plus grand nombre. Donc, ce qui renvoie, si je peux compléter, le traitement de la donnée, l'appropriation des données, parce qu'on voit effectivement toutes les données qui vont se multiplier,
de plus en plus de toutes sources. Mais comment, et c'est peut-être là le rôle à venir et à reconstruire pour tous vos métiers, comment on va réinterpréter, comment on va accompagner l'utilisateur dans la compréhension et évidemment la prise de décision par rapport à ces données. Alors, ouais, sur comment est-ce qu'on rend l'industrie plus intelligible pour l'extérieur, effectivement, j'ai jamais fait le sondage, mais je pense que 2/3 des Français ne savent pas la différence entre le promoteur et le constructeur. C'est très compliqué. Les promoteurs vous disent souvent, et des acheteurs qui m'appellent 2 ans après en me plaignant du syndic. En se plaignant du syndic, moi je suis promoteur, je suis pas syndic. Donc il y a effectivement un vrai sujet, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense, pour aussi citer quelqu'un qui nous a accueillis ce soir et qui m'a invité, qui a créé le site ImoAdvisor, c'est aussi grâce à ces sites-là qu'on rend le tout un peu compréhensible. Je sais pas, moi je suis pas un expert de la bouffe vietnamienne ou chinoise, mais je pense que si je vais sur la fourchette, je vais trouver des gens qui m'expliquent, parce qu'en fonction des expériences, etc. Donc je pense que cette compréhension du métier, elle passe aussi par des avis de gens, par de la notation, donc je pense que c'est un peu comme ça. Après, sur le sujet de la data, le grand sujet du CES, c'est très très cynique, vous allez voir. Aujourd'hui, le Google Home, en fait, vous l'appelez et puis il fait une action. Et donc la grande question du CES, c'était jusqu'à quand Google va s'interdire de vous écouter quand vous lui avez pas demandé d'être attentif. À partir de quel moment il va commencer à écouter vos scènes de ménage, vos engueulades avec vos enfants, vos discussions avec votre contrôleur fiscal ou je ne sais quoi. Donc c'est un vrai sujet. Honnêtement, j'ai pas de réponse. Je sais pas, c'est tout nouveau pour l'industrie, donc il va falloir qu'on invente tout. Mais après, c'est un sujet qui dépasse l'immobilier là pour le coup. C'est le grand sujet. L'idée quand même que les propriétaires des données vont les vendre et vont plus les donner gratuitement, je pense que c'est déjà une idée qui peut permettre de voir une solution, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. En fait, Facebook est gratuit parce que vous donnez vos données, mais si demain vous payez 10 € par mois pour Facebook et qu'il vous donne 10 € en échange pour payer vos datas, a priori ça change pas grand chose pour votre compte en banque. Donc je pense qu'une des voies c'est que les gens, c'est qu'on remette un peu d'ordre dans ce marché de la donnée, d'acheteurs et de producteurs et de consommateurs de données. Et l'immobilier, à mon avis, c'est ça le point. Voilà. Avant Google Home nous écoute matin, midi et soir. Laurence, tout au fond de la salle, tout en haut plutôt. Alors, est-ce que le micro est bien connecté? Et Laurence, est-ce que tu peux vérifier? Voilà, c'est un HF, il est peut-être très loin du... Ça y est. Oui, je vais revenir sur la question du crowdfunding. J'ai connu le financement des promoteurs en 91-92, période très difficile, où les promoteurs n'avaient plus de fonds propres, et donc s'adressaient à un groupe d'amis qui leur apportait les fonds propres nécessaires à la reconstitution et lancer de nouvelles opérations. Bon, aujourd'hui, donc, effectivement, c'est un sujet qui se développe, mais qui, de mon point de vue, reste encore assez confidentiel, bien que ce soit très intéressant pour diversifier même son patrimoine d'aller dans cette voie-là. Quels sont aujourd'hui les interlocuteurs, les plateformes, effectivement, pour développer ce processus de financement et d'investissement? C'est petit, c'est 100 millions en France, c'est quand même 3,5 milliards à l'échelle du globe. Donc c'est petit par rapport j'ai cité le chiffre de 1% par rapport à l'aide bancaire, donc effectivement. Et je pense qu'il leur manque un peu de temps aussi. Ces gens-là sont quand même en concurrence avec des assurances et des banques qui ont été créées il y a des dizaines d'années, qui leur mettent des bâtons dans les roues souvent. Mais je vais citer quand même quelques acteurs qui me paraissent très intéressants, des gens comme Anaxago, des gens comme WeSeed, des gens comme Fundimo, des gens comme ça. Je pense que ce sont des acteurs intéressants. Qu'est-ce qui manque pour que ça aille plus vite? Il y a peut-être encore un blocage culturel. Je préfère acheter une part de SCPI dans l'agence du coin. Je pense que ce qui va être un facteur d'accélération pour ces plateformes, c'est que à partir du moment où la Société Générale ou les assurances vont fermer 10 000, 15 000 agences en centre-ville, ces gens-là qui allaient acheter leur part de SCPI parce qu'eux, ils voyaient toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines leur banquier ou leur assureur, j'exagère un peu, là, ça va être de l'épargne qui risque quand même d'être disponible. Donc voilà, je pense que c'est ça qui peut accélérer la révolution du crowdfunding. Des questions dans la salle? Oui. Merci d'avoir parlé d'avis client, c'était pas nécessaire. Petite remarque, on parle beaucoup d'expérience utilisateur dans d'autres secteurs, notamment dans le digital. J'aimerais bien avoir ton avis de l'expérience utilisateur de l'immobilier. On parle toujours du fait de placer le consommateur au centre des préoccupations.
c'est vrai dans plein de secteurs d'activité, énormément forcément dans le digital. Qu'en penses-tu de le secteur de l'immobilier? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour que le consommateur, l'usager soit encore mieux écouté et que ses besoins atteignent vraiment un niveau de réponse satisfaisant? Je pense qu'il faut déjà sortir d'une fausse idée que parfois ont les acteurs qui ne sont pas des spécialistes du numérique. Le design d'une plateforme, le design d'un site internet, c'est un métier. Je pense que ça c'est très important. Ça paraît facile et aujourd'hui vous cliquez en quelques clics vous arrivez à créer un site internet qui est à peu près joli, où il y a des onglets et tout ça a l'air assez efficace et ça a l'air de bien marcher. Un chiffre pour répondre à ta question, Google a fait le test. Quand une page web met plus de 3 secondes à s'ouvrir, 50% des gens reviennent en arrière. Aujourd'hui, pas dans 50 ans. Aujourd'hui, dans les mobiles américains, enfin les téléphones américains, plus de 3 secondes pour s'ouvrir, c'est pas énorme 3 secondes. Mais les gens reviennent en arrière. Et donc en fait, c'est ce que nous on appelle le coût marginal du clic. En fait, le coût marginal du clic, c'est-à-dire ce que ça vous coûte de faire un clic de plus pour avoir accès au service. Et ben en fait, il est en train d'augmenter considérablement. Mais considérablement. Les Américains à 60% commencent leur recherche immobilière pour du résidentiel sur leur téléphone. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'il y ait peu de clics. Il faut que ce soit intuitif. Il faut que ce soit joli. Ça paraît parfois un peu gadget de dire ça, mais si vous regardez les réussites, tous les Facebook, tous les trucs comme ça, en même temps, il y a d'autres Facebook qui ont été créés. Il y avait MySpace à l'époque, sauf que MySpace, personne ne comprenait jamais rien au truc et que voilà, à un moment donné, les gens vont là où ils comprennent quelque chose. Donc, je réponds à ta question comme ça, avec un peu de malice, en disant, je pense qu'il faut comprendre que c'est un vrai métier. Le design, l'UX, ce qu'on appelle, voilà, c'est un vrai métier. Ça demande énormément de temps, énormément de temps. J'ai fait plein d'intranets je crois que j'ai testé tous les intranets de tous les syndics. Je fais celui de Foncia, celui de Nexity. Il y a des boutons de partout. Je sais pas s'il faut que je clique à droite, à gauche. Je sais pas si je suis connecté, pas connecté. Ça marche pas. Et à un moment donné, il faut vraiment se mettre dans la tête de celui qui va aller sur la plateforme. Je suis copropriétaire, c'est quoi mes sujets? Est-ce que je dois de l'argent à la copro ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la copro ou pas? Quand est-ce qu'il y a la prochaine AG? Le reste, qui est 3 clics ou pas, c'est pas grave. Mais donc il y a une vraie réflexion sur le nombre de clics. Je conçois que ça peut paraître un peu gadget, mais ça l'est pas. Je cite un exemple. Je pense que tout le monde, encore une fois, encore aujourd'hui, la majorité des gens sont clients de voyages-sncf.com, qui n'appartient pas à la SNCF. C'est quelque chose de différent. Il y a peut-être un lien capitalistique, mais qui n'est pas directement à la SNCF. Quand vous voulez prendre un billet, j'ai fait l'expérience Paris-Nantes. On vous demande quand est-ce que vous êtes né, comment vous vous appelez, où est-ce que vous habitez, c'est quoi votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Non mais on s'en fout réellement. Je veux prendre un train pour aller de Paris à Nantes. J'ai pas demandé de carte jeune. Je veux juste prendre ça. Je veux aller de Paris à Nantes. Et il y a des gens qui ont créé un truc qui s'appelle Trainline, qui au début s'appelait Captain Train. En fait, ils ont fait la même chose, ils ont fait un site plus joli, et ils se sont dit on va demander que ce qu'on a vraiment besoin de demander. Et en fait, on s'en fout. Et un exemple, moi, mes parents habitent à Saint-Étienne, donc il m'arrive de faire des paris Saint-Étienne. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais ça. À chaque fois que je tape Saint-Étienne, on propose les 10 Saint-Étienne du coin. Il y a un moment donné, il n'y a pas un algorithme qui se dit, lui, en fait, il va quand même souvent à Saint-Étienne, donc on peut lui proposer par défaut Saint-Étienne dans le 42, a priori, c'est bon. Captain Train a fait ça en mieux, et ils se sont fait racheter 125 millions d'euros par Trainline. C'est peut-être un peu trop cher, ok, mais en tout cas, voilà la valeur qu'on peut créer en réduisant le nombre de clics et en faisant quelque chose d'un peu plus sympa. Ma question, en fait, était, qu'est-ce qu'il faut créer pour générer l'effet waouh aujourd'hui de l'immobilier? Tu as parlé de différentes verticales, transparence, 3D, mais qu'est-ce qui peut être mis sur la place pour vraiment créer un effet waouh, pour que le consommateur maintenant se tourne plus vers un professionnel qu'un particulier? À midi, j'ai déjeuné avec un gars intéressant qui a créé une boîte qui s'appelle OWI, O-W-W-I. C'est soit W, soit 2I, je sais plus. Et qui fait des cloisons complètement amovibles en fait. Ça, je trouve que c'était assez sympa. En fait, donc, c'est-à-dire que vous êtes promoteur et vous dites, aujourd'hui, vous êtes un couple sans enfant, donc vous pouvez vous faire un grand salon. Mais demain, l'enfant voudra que vous allez avoir voudra une chambre, et donc en fait, vous arriverez à bouger 2-3 murs et à déposer des brevets, parce que le grand sujet des cloisons amovibles, c'est toute l'ingénierie qui passe dedans. Il a réussi à régler ce problème-là. Bon, ça, c'était un effet waouh. Après, sur pourquoi passer par un professionnel plutôt sans professionnel, quoi. Ça va être d'utiliser toutes ces technologies-là. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un aspect qui pour le coup, en France, on a un gros retard. Quand vous allez aux US, l'agent immobilier, c'est la star du village.
C'est vraiment la star du truc. C'est-à-dire que c'est vraiment la star. C'est une personne importante de la ville. C'est un métier qui est reconnu. C'est des gens qui sont super show-off. Ils font 4 transactions dans l'année. Ils disent qu'ils en font 25. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pense que ça passe aussi par ça. Il faut faire rêver un peu les gens. Et nous, que ce soit les syndics, les gens immobiliers, on a cette culture un peu latine et française de toujours s'excuser de tout et de pas trop en faire. Peut-être que c'est un effet waouh qu'on manque. Voilà. Monsieur le Président. Oui, alors je suis très content de vous entendre dire ça parce que ça me permet de rebondir. L'un des problèmes, enfin on a plusieurs problèmes évidemment, vous en avez évoqué quelques-uns ce soir. L'un des plus importants, je crois que oui, c'est cette notion de dérégulation. Mais il y a aussi un problème d'image, ce que vous évoquez là, qui va jusqu'au problème d'acceptabilité. Vous l'avez évoqué aussi, le chantier qui déborde dans la rue, mais c'est aussi l'acceptabilité de la mutation du changement, hein, le bien qui est à côté de chez moi, qui va bousculer ma vie, etc. Le bout du bout, c'est le fameux recours des tiers qui devient un sport national. Bon, l'État a l'air de vouloir enfin s'en emparer, on va bien voir ce qui se passe. Et moi, je me disais, puisque la data est un outil fabuleux qui irrigue tout le monde, vous pouvez pas mettre en place, je sais pas moi, des méthodes, des systèmes qui puissent faire en sorte qu'on puisse faire évoluer ces mentalités, faire comprendre aux gens, peut-être que nous, les acteurs d'ailleurs de la profession, enfin c'est même pas peut-être, nous les acteurs de la profession, ça nous interpellera peut-être à dire attention, faut peut-être qu'on s'organise un petit peu différemment vis-à-vis de tous ces gens-là. Mais ma question, est-ce que cet outil fabuleux data ne pourrait pas être un vecteur pour faire évoluer tout ça? Alors, je réponds sur la fiscalité, l'image, et après je répondrai sur, et c'est un sujet d'actualité, comment est-ce qu'on fait du consensus dans des quartiers, comment est-ce qu'on évite ces recours et ces choses-là. Sur la partie fiscalité, je vais peut-être casser une idée reçue. 40 milliards d'aides publiques, 70 milliards de fiscalité pour le secteur. Ça fait... je crois avoir entendu le mot fiscalité. Comme vous avez parlé de la dérégulation, vous avez quand même dit il y a beaucoup de fiscalité. Donc je voulais juste répondre sur ce point-là parce que 70-40, ça fait une contribution nette du secteur de 30 milliards. Le budget de l'État, c'est 400 milliards en gros, si on ne prend pas juste le budget de l'État. Un secteur qui fait 20% du PIB, qui a une contribution nette de 30 milliards sur un budget de 300-400, il n'y a pas de gros scandale. Donc je ne pense pas, je suis même à peu près certain, que ce n'est pas de la baisse de la fiscalité, de l'amélioration, du réaménagement de la fiscalité peut-être, mais ce n'est pas la fiscalité. On a dit, il n'y a pas de marge de manœuvre sur ce sujet-là. Le deuxième sujet sur l'image, c'est tout le sens de notre sous-titre, c'est des rentiers aux entrepreneurs. On a essayé de casser cette image-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Je pense qu'il faut communiquer, et ça c'est vrai pour tous les... il faut que les patrons de l'immobilier communiquent, mais c'est vrai pour tous les patrons. Enfin, je recommande vraiment une émission qui s'appelle La France des grands patrons, qui était une émission qui était tournée sur LCP, juste au moment de la mort de Christophe de Margerie, qui était extrêmement intéressante. Et je pense que si on veut lutter contre la mauvaise image du capitalisme, des grands capitaux d'industrie, je recommande vraiment à tout le monde de voir ça, parce qu'on comprend les problématiques. Et donc je pense que les grands monsieur ou les grandes entreprises de l'immobilier mériteraient de communiquer un peu différemment et de dire qu'ils construisent la ville. Je pense que c'est vrai. La deuxième chose qu'on peut faire, et on peut faire un peu de cocorico, c'est que la France a une grande histoire d'entrepreneurs dans le secteur immobilier. C'est une vraie, c'est-à-dire que c'est pas du storytelling. Je parlais de Haussmann, qui est quand même l'inventeur de la ville moderne. J'aurais parlé de Vicat, j'aurais parlé d'un certain nombre d'entrepreneurs, de gens qui ont vraiment repensé le métier. Et donc je pense qu'on peut surfer un peu là-dessus et dire, il n'y a pas plus de rentiers. En fait, nous, ce qu'on dit, un secteur ne naît jamais improductif ou rentier par nature, sinon il ne naît pas. Si à un moment donné, il y a un gars qui décide de faire un métier d'une activité, c'est qu'il pense qu'il le fera mieux que si les gens le font sans lui. C'est ça le début de tout business. Un secteur, il devient improductif et il devient un peu rentier quand il innove pas, quand il n'y a pas de gain de productivité. Donc je pense que c'est très important. Et Macron peut-être commence à le comprendre, mais il arrive avec beaucoup de certitude sur ce sujet-là, qui est de dire c'est un secteur rentier, je peux taper dessus, il n'y a pas d'entrepreneurs. Et donc nous, tout le rassemblement de mardi et de mettre de Normandie au milieu de 400 entrepreneurs qui vont lui dire voilà ce que c'est concrètement que le secteur immobilier aujourd'hui, ça va complètement dans ce sens-là. Donc sur la partie changer l'image, voilà, communiquer mieux, mettre en avant les réussites entrepreneuriales qu'on a, et puis je sais pas, mais par exemple, je pense que les gens sont assez fiers de Bouygues, de Vinci quand ils vont gagner des chantiers à l'autre bout du monde. Je pense que c'est quelque chose qui marque. Comme les promoteurs font pas ça, comme on a des marchés très locaux, peut-être que ça joue aussi moins. Bon, c'est une explication. Sur le dernier truc et comment on crée du consensus, et l'épisode d'hier pour votre région le montre bien. Non mais sans perfidie aucune, mais juste je pense que on est dans une crise de la décision politique quand même, et qui touche l'immobilier d'une certaine manière. Et là, la data, en tout cas des plateformes,
commence déjà à apporter des solutions. Il y a une bague qui s'appelle Fluicity ou Fluidicity, je ne sais plus, qui en fait est mis à la disposition des mairies et qui leur permettent de faire en fait des sondages et de faire participer les gens à la décision. Et plus vous participez à une décision, même si elle ne va pas dans votre sens, moins vous faites un recours. Ça a été prouvé. Il vaut mieux que les gens aient le sentiment de participer, même si à la fin, parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et donc je pense oui que ça peut créer ça, mais tant qu'on se parlera pas dans les immeubles, on se parlera pas dans les quartiers. Il y a un moment donné aussi, c'est un peu ça le sujet. Donc comment on crée du consensus avec des plateformes comme ça, c'est possible, mais c'est le début. Madame d'abord et ensuite monsieur, pardon. C'est bon ? Oui, voilà. Selon vous, quels seraient les clients de demain ? Parce qu'on parle beaucoup du client, mais finalement, le client de l'immobilier, l'acheteur immobilier aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision d'un profil ou de groupe homogène ? Parce que je rappelle quand même qu'à Nantes, 70% des acheteurs immobiliers dans le neuf, ce sont des investisseurs. Ce n'est pas le même usage qu'un propriétaire occupant, forcément. Donc voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre vision du client de demain. Ah, si ce sont des investisseurs, c'est parce qu'on a mis des dispositifs fiscaux super avantageux aussi. Mais alors, je pense que ça va continuer, ça va même s'aggraver. En fait, le débat propriété-usage qui a touché plein de secteurs, a touché l'immobilier. Et il y a quelques années, des gens disaient les gens voudront plus être propriétaires de leur logement, comme les gens disaient les gens ne voudront plus être propriétaires de leur voiture. Ce qu'on voit en Californie, dans le sein des saints, sur les statistiques sur les propriétés de voitures, le taux de propriété des gens qui ont 30 ans aujourd'hui ou 25 ans est le même que leurs parents. Le même. Ils sont autant propriétaires. Simplement, ils ont un usage différent. Ils la prêtent beaucoup plus facilement, ils l'utilisent moins régulièrement, de manière plus épisodique. Voilà. Nous, on pense que l'immobilier va vivre la même chose. Les gens voudront toujours être propriétaires, en tout cas dans les sondages, c'est ce qu'on voit. C'est toujours un idéal de constituer son épargne. Il y a encore quelque chose quand même qui est de l'ordre du symbolique. Par contre, les gens ne veulent pas forcément être propriétaires occupants. Ça, je pense que c'est la grande transformation. Et donc, l'exemple qu'on cite souvent, et d'ailleurs, je cite souvent cet exemple même quand je suis pas à Nantes, je dis aujourd'hui, je loue à Paris parce que demain, ma copine peut être mutée à Londres ou moi, je peux être muté à New York. Par contre, je prends un Pinel à Nantes parce que c'est intéressant. Et donc, je pense que de plus en plus, on va avoir ce type de profil. Les gens veulent toujours être propriétaires, mais ils dissocient de plus en plus facilement la propriété et l'usage. Et Airbnb, c'est quand même ça. Qui aurait dit qu'Airbnb deviendrait le premier groupe hôtelier du monde en nombre de chambres en si peu de temps, alors qu'en fait on disait mais on prêtera jamais une chambre, on prêtera jamais son appartement quand on partira un week-end, on avait dit la même chose de Blablacar, etc. Donc l'acheteur neuf du futur, je pense que ce sera toujours autant investisseur, avec une petite nuance, mais là c'est moins de l'innovation. Je pense que les investisseurs institutionnels vont revenir dans le résidentiel. Ils en sont partis depuis un certain temps parce qu'on a tout fait pour qu'ils partent, donc voilà. Mais pour deux raisons ils vont revenir. La première, c'est que avoir un parc locatif aussi éclaté, c'est un non-sens économique absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gros acteurs qui aient beaucoup de logements pour réaliser des gains de productivité, des gains d'échelle. Quand vous avez un seul appartement en location, en fait, vous gérez tout et ça vous prend énormément de temps. Quand vous en avez deux, ça vous prend déjà un peu moins de temps. Quand vous en avez trois et quatre, donc il y a des vrais gains d'échelle. Et je pense que ces gains de productivité que peuvent faire les gros propriétaires résidentiels, des fonds d'investissement, des assurances, des fonds de pension, comme ça existe juste dans le monde entier, sauf en France quasiment, et ça va être rendu possible par des outils aussi de gestion de ces parcs-là. Ce qu'on a fait pour le bureau, aujourd'hui, moi je connais plein de gens qui sont en train d'inventer les mêmes plateformes pour du résidentiel, qui seront à la fois très bien pour la SNI et pour les grands bailleurs sociaux, mais aussi pour les investisseurs instits qui voudraient revenir dans le résidentiel, avoir 50 000, 100 000 logements. Donc voilà un peu la typologie. Monsieur, chemise bleue, quatrième rang. Non, derrière toi, Laurence. Voilà. Et ce sera la dernière question. Ça marche pas. Alors parlez très fort. Voilà. On va la répéter. Allez-y. Bonjour à tous. Donc si c'est la dernière, il faut qu'elle soit pertinente. Par rapport à l'immobilier de demain et tous ces médias, tout ce qu'on voit, tous ces groupes, comment voyez-vous le PAP demain? Parce que c'est quand même quelque chose qui inquiète pas mal d'agents immobiliers. Le particulier, comment vous le voyez demain? Est-ce qu'on va enlever tous les intermédiaires à tous les niveaux? Moi, je pense pas. Je veux dire que PAP, jusqu'à preuve du contraire, c'est un
intermédiaire. C'est ça que c'est toujours le sujet. C'est-à-dire que ce soit en forme de journaux comme à l'époque ou en forme d'un site internet, à la fin il y a quand même bien. Vous n'allez pas dans la rue et vous mettez pas une affiche. Il y a un mec qui un jour s'arrête pour acheter votre truc. C'est-à-dire que la désintermédiation, je pense vraiment que c'est un mythe. J'ai pas d'exemple concret où il y a des gens qui ont désintermédié quoi que ce soit. Je vois pas comment c'est possible. Donc ça c'est la première raison. Par contre, pour répondre pour aller un cran plus loin, l'intermédiation sans aucun conseil d'aucune sorte, c'est-à-dire vraiment, je mets tout ce qu'il y a à vendre et les acheteurs vous vous démerdez. Vous avez 3 critères, la surface du logement et puis la ville pour qu'on voilà. Ça, je pense que je pense pas que ça vivra longtemps. Je pense que les gens ont quand même besoin de conseils, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi vos passions, c'est quoi votre vie familiale, c'est quoi vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, typiquement je reprends mon exemple de cloison modulaire. Si vous dites j'ai 30 ans, ça fait 5 ans que je suis en couple et je réfléchis à avoir un enfant. Ce serait pas mal que le logiciel vous dise, là, typiquement, il y a une opération de promotion, neuf ou après de l'ancien si c'est deuxième main, qui me paraît intéressante pour vous pour ces raisons-là. Et ça, c'est pas un PAP sans aucune valeur ajoutée qui peut le faire. Donc voilà. Ça, et alors je rajoute un exemple que j'ai pas cité, mais qui à mon avis montre bien aussi. Aujourd'hui, on peut prendre des rendez-vous en ligne sur à peu près tout, et notamment pour des rendez-vous médicaux. C'est-à-dire même pour quelque chose qui est quand même très compliqué à diagnostiquer. C'est-à-dire combien de temps vous allez rester chez le médecin quand vous allez pour la première fois pour un problème que vous avez, c'est quand même beaucoup plus difficile à mesurer que quand vous allez visiter un appartement. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité ont leur logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Doctolib, qui est une belle réussite française, marche très bien. Sur ce loger, on ne peut pas prendre des rendez-vous en ligne. Donc, pour répondre à ta question, il faut quand même que l'intermédiaire évolue. S'il reste sans aucune valeur ajoutée à la PAP très simple, etc. Je ne suis pas allé sur PAP depuis longtemps, peut-être que ça s'est amélioré, mais là, il risque de mourir. Je veux dire, il y a un moment donné, je vais sur le site, je trouve le bien que je veux, je vois la disponibilité de l'agent ou du vendeur, et ça se fait naturellement. Et voilà, je veux dire, voilà, c'est ça ma réponse à ta question. Et en conclusion, parce que comme c'est la dernière question, le secteur immobilier ne doit pas tant se révolutionner et tout réinventer. Il doit regarder ce qui marche dans les autres secteurs et il doit le mettre dans le sien. Voilà. Allez, une toute petite dernière, monsieur, à ma gauche. Oui, bonsoir. Juste pour éclairer un point sur l'immobilier d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif qui fasse que l'offre locative en immobilier d'entreprise se mette à cadrer avec ce que les entreprises aujourd'hui vivent? C'est une géométrie variable dans leurs besoins, une réactivité accrue. Alors on voit poindre des formes nouvelles de coworking où en fait on voit de nouveaux espaces locatifs très courte durée. Ça commence à venir à côté de coworking, je dirais plus dédié aux jeunes entrepreneurs. Mais là, il y a un cadre légal du 369. Qu'est-ce qui va se passer autour de ça? La question du 369 est absolument centrale. Ce qu'on voit dans l'économie numérique dans laquelle on vit, c'est que la croissance du nombre de collaborateurs des boîtes est de moins en moins linéaire. En fait, si vous regardez la façon dont s'est construit Renault, les grands géants de l'industrie, il y a eu des hauts et des bas, mais c'était assez linéaire. C'est-à-dire qu'on arrive à savoir, je vends 100 000 bagnoles aujourd'hui, j'en vendrai 120 000, donc j'aurai besoin de tant de gens en plus. Et donc, je prends un siège, et puis je prévoyais, c'était beaucoup plus linéaire, et c'était beaucoup plus prédictible, prévisible. Ça, c'est une économie qui est en train de mourir, ou en tout cas d'être bien concurrencée par une autre forme d'économie, qui est de dire, c'est pas que la question c'est même plus combien est-ce que je vais être de collaborateurs dans 5 ans, c'est qu'est-ce que je vais faire comme métier dans 5 ans. Et donc les collaborateurs viendront, est-ce que je vais avoir un truc super avec beaucoup de people et donc j'aurai besoin de grands bureaux, est-ce qu'en fait je vais tout sous-traiter. Donc c'est un truc c'est effectivement une question qui est centrale et qui là aussi, je pense, va nécessiter l'usage d'un certain nombre d'outils. Le broker, c'est pas un génie sorti de nulle part qui prend les 25 paramètres, qui analyse tout et qui vous dit, vu ton activité, vu ce que tu dois faire, voilà ce que tu vas faire. Donc je pense qu'il y a, à mon avis, 2 choses. Donc une dont j'ai déjà parlé, c'est du conseil par des outils. Il y a une boîte qui s'appelle Trust au UK et aux US qui a mis en place un chatbot qui permet en fait aux gars qui ont des boîtes en grosse croissance, en fait, de dialoguer avec un robot pour essayer de comprendre un peu leurs besoins. C'est pas parfait, ça répond pas à toutes les questions, mais on leur dit, vous êtes sur quel secteur d'activité, c'est quoi votre progression du nombre de collaborateurs sur les 5 dernières années, est-ce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, etc. Ils posent pas mal de questions et du coup ils disent, voilà, vous avez besoin de 400 mètres carrés, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a un vrai sujet de modularité des bâtiments. C'est-à-dire que le bâtiment de bureau de demain, pour moi, en fait, et c'est un peu le cas de WeWork. C'est-à-dire que WeWork, vous rentrez quand vous êtes 2, mais vous y restez jusqu'à ce que vous êtes 25 ou 30. Après, ça devient plus compliqué, mais vous pouvez quand même vivre bien votre croissance dans les bureaux. Si vous louez un truc 369 classique de 100 mètres carrés,
bah 4, 5, 6 c'est bon, puis après il faut bouger quoi. Donc je pense qu'il y a une modularité à réfléchir. Alors avec des cloisons qui peuvent être modulaires ou pas, ça peut être une des idées. Mais voilà, c'est du meilleur conseil en prenant en compte les nouvelles problématiques de l'économie numérique dans laquelle on vit, et puis des bâtiments qui s'adaptent plus. Et l'immobilier bougera si on a à la fois de la tech, c'est-à-dire en fait des plateformes, des trucs super intelligents, et puis du bâti qui est aussi prêt à l'accepter. Si on a du bâti qui bouge pas, qui est parfaitement immobile, qu'on refuse de démolir, parce que votre question, on pourrait aussi répondre en disant, tant qu'on garde le parc existant et qu'on se refuse toute réflexion sur une démolition, sur une série d'élévations, on a ces questions-là. Donc du numérique, du physique, et peut-être qu'on peut régler les problématiques des boîtes qui ont une grosse croissance. Voilà. L'immobilier demain, voilà, c'est l'ouvrage que vous co-signez Vincent Pavanello avec Robin Rivaton. Il y a une préface également de Guillaume Poitrinal, la real estate des rentiers aux entrepreneurs. Je crois qu'il y a une vingtaine d'ouvrages qui sont à l'achat à la sortie de cette conférence. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir. Et je repasse le micro au président Raguido pour quelques mots de conclusion. Merci. Après cette conférence, bravo. Merci beaucoup. Décapante. On va revenir à des choses un peu plus terrain. Bon, rassurez-vous. On vous invite à un pot maintenant. Un pot, pour vous faire découvrir, quelques valeurs de nos territoires, parce qu'on n'en manque pas, contrairement à ce que certains pensent. Et le Muscadet en fait partie. Donc ce soir, le domaine de la... Alors je lis mes notes parce que le domaine de la Fessardière va nous proposer deux cuvées phares de leur domaine. La première s'appelle La mer qu'on voit danser. C'est plutôt un bon programme. Je vous lis. Un Muscadet millésime 2014, élevé 9 mois sur lit en cuve souterraine et en foudre de chêne. Et c'est un vin rond, fruité, notes de fleurs blanches et d'agrumes. Donc une cuvée à partager en apéritif sur des fruits de mer, rillettes de mer ou jeunes fromages. Vous n'aurez pas tout ça. Le deuxième, puisque vous avez un deuxième vin qui s'appelle Coup de foudre, vous verrez que l'étiquette est bien dans l'esprit, qui est un millésime 2015, qui est aussi un muscadet élevé en fût de chêne ancien, notes citronnées, et là c'est une cuvée qui accompagne plutôt les poissons crus, fumés ou cuisinés, ainsi que les volailles. Donc je vous souhaite une bonne dégustation et merci pour votre présence.